Je suis Jacques-Olivier Bette, je travaille à l'agence écologie urbaine de la direction des espaces verts et de l'environnement de la ville de Paris. Et je vous souhaite la bienvenue à cette conférence, qui est la 3e conférence du cycle Cultivons la ville, et qui a pour thème l'agriculture urbaine, le grand pari de l'économie circulaire. Sans plus tarder, je passe la parole à Catherine Baratier-de-Baz, qui est la maire du 12e arrondissement. Merci. Oui, voilà. Écoutez, ravie de vous accueillir ici, dans cette belle salle de l'Espace Reuilly, dans le cadre de cette semaine, je crois, des États généraux de l'économie circulaire à Paris. Bienvenue à vous, Madame la maire, chère Pénélope, vous êtes un peu chez vous, parce que vous êtes élue du 12e arrondissement. Bienvenue à vous, messieurs. C'est bizarre, pas de femmes qui s'intéressent à l'agriculture urbaine, si, je suis sûre qu'il y en a quelques-unes. Merci d'être là, vous aussi. Je suis ravie de vous accueillir dans le 12e parce que, figurez-vous que nous sommes l'arrondissement le plus vert de Paris. Alors on triche un petit peu parce qu'on compte le bois de Vincennes, mais quand même, c'est vrai, c'est pas rien d'avoir sur son territoire un espace vert boisé et classé, dans lequel tout le monde a envie de faire plein de choses. Du sport, de la culture, des promenades, parfois même des concerts. Et pourtant, c'est un espace dans lequel on a envie d'expérimenter des choses. Et on le fait déjà grâce à Ville Fertile, au jardin d'agronomie tropicale, dans le sud du Bois, où on expérimente des choses en termes d'agriculture urbaine. Mais on fait aussi des choses au cœur du 12e arrondissement. Moi, je suis très fière que cet arrondissement soit un peu pilote en termes de recyclage des biodéchets, puisqu'on est un arrondissement dans lequel nous avons beaucoup de composteurs. Et nous avons ouvert le premier composteur de quartier avec un succès incroyable, parce qu'on avait des gens qui faisaient la queue le premier jour pour s'inscrire, et on a plus de 150 personnes qui font encore la queue là pour avoir accès à ce compost. Donc une prise de conscience forte des Parisiens en général, je le sais, de la nécessité de changer nos usages, changer la manière de faire, et cette idée de travailler à recycler un certain nombre de choses le plus possible. Et nous avons aussi quelques beaux projets d'agriculture urbaine sur des territoires qui, a priori, s'y prêtent pas forcément, parfois sur certains toits. Alors on a beaucoup de projections sur nos toits plats en ce moment, on a envie d'y faire plein de choses. Et on a un beau projet dans le 12e arrondissement, je n'en dirai pas plus parce que c'est pas encore signé, mais voilà, de belles choses qui se projettent et qui nous stimulent. Voilà. Quand on vient de me présenter des projets, parfois, alors il se trouve en plus que je suis docteur en biologie, donc voilà, je suis un peu scientifique quand même de formation, et quand on me propose des choses, même moi j'ai un peu de mal à m'imaginer que c'est possible. Et en fait, oui, c'est possible. Nous avons un extraordinaire défi à relever ensemble, à continuer à nourrir tous ces citadins qui sont de plus en plus nombreux, en particulier dans cette métropole. En région Île-de-France, nous avons des ressources pour produire local, pour se nourrir localement. Et à Paris aussi, nous pouvons innover, nous pouvons trouver des solutions. Et parce que c'est Paris, nous devons le faire. Nous devons démontrer que dans cette ville, unique au monde, aussi dense qu'elle peut être, et nous pouvons trouver des solutions pour répondre à ces défis de demain. Et je sais que voilà, c'est un défi que nous fixons collectivement. C'est la preuve en est encore aujourd'hui, vous êtes très nombreux dans cette salle ce soir pour écouter les experts qui sont aujourd'hui ici. Et je sais que vous pouvez compter sur le dynamisme et la pugnacité de Pénélope Comitès pour vous accompagner dans ces projets à Paris. Donc, ravie d'avoir été avec vous ce soir. Je ne vais pas pouvoir rester jusqu'au bout, mais je vous souhaite de bonnes réflexions et vous donne rendez-vous bientôt pour peut-être inaugurer des potagers sur nos toits ou autres jardins à Paris, et en particulier, j'espère aussi, dans le 12e arrondissement. Merci. Merci. Madame la maire, merci Catherine. Écoutez, moi, bonsoir. Ben voilà, on était en train de dire que ça manquait de femmes à la tribune, donc c'est mieux, voilà. Donc c'est mieux parce que c'était pas top au niveau
pas arrêté, mais ça va mieux. Voilà. On mène tous des combats parallèles en même temps. Hein. Alors moi, je suis ravie de vous accueillir aussi ce soir, particulièrement dans cet arrondissement qui, comme Catherine l'a dit, est bien. Je suis surtout ravie de voir que cette salle, qui est une salle que nous connaissons bien, est bien remplie. Ce qui, comme chaque cycle de conférence, c'est vrai que lors de la dernière que nous avions fait, nous avions dû refuser du monde à AgroParisTech, et j'avais dit, et je veux qu'on fasse des conférences dans des grandes salles, parce que voilà, ça intéresse énormément de monde. On sent qu'il y a un mouvement extraordinaire qui est en train de se passer, qui intéresse aussi bien des associations, des entreprises, des architectes, des paysagistes, etc. Et il faut qu'on arrive à pouvoir travailler et informer ensemble. Donc je suis vraiment ravie de voir autant de monde ce soir. Je voudrais excuser ma collègue Antoinette Gull, qui devait être là ce soir, mais qui comme vous le savez sûrement, pilote les états généraux de l'économie circulaire depuis hier matin, et qui est retenue à l'hôtel de ville, mais c'est pour une très bonne cause, qui n'est pas d'ailleurs pas du tout éloignée de la nôtre, mais qui ne pouvait pas être là ce soir. Alors, lors donc on a ce cycle de conférences qui n'est pas terminé, puisque, comme on le disait tout à l'heure, parce que de temps en temps je suis un peu fatiguée, j'oublie les dates, on disait qu'on se retrouverait au mois d'octobre. C'est donc la troisième ce soir, lors de la première conférence qui avait eu lieu au pavillon de l'Arsenal, qui était dédiée à l'agriculture urbaine dans le monde. On avait pu échanger et nous inspirer d'un certain nombre d'exemples de culture sur les toits, et notamment sur les toits à Montréal, à Bâle, et on avait pu aussi regarder ce qui se passait à Mexico. Et puis la deuxième conférence nous avait permis d'approfondir un peu plus les modèles économiques qui se développent aujourd'hui dans d'autres pays, et qui pourraient bien évidemment, soit certains qui se développent déjà à Paris, mais qui pourraient se développer à une échelle beaucoup plus importante sur Paris, que ce soit bien évidemment soit sur les toits parisiens, mais aussi au sol. Alors j'aurais un petit clin d'œil à certains dans la salle, puisqu'il se trouve que la semaine dernière, il y a une semaine où je me suis un petit peu promenée, ce qui est assez rare, où je suis allée à Berlin notamment, où j'ai pu voir une ferme en aquaponie, et j'avoue que c'était effectivement assez surprenant de voir installer en plein Berlin, dans un quartier populaire, une ferme sur 2000 m² qui produisait 33 tonnes de poissons et 33 tonnes de légumes, voilà. Et puis dans un autre registre, je suis allée visiter la ferme du Bec et Loin au fin fond de l'Eure vendredi, et où effectivement, moi je sais qu'on fait de la permaculture à la ferme de Paris, mais où c'était quand même extrêmement intéressant de voir ce qui s'y passait, et de voir que sur des espaces qui sont petits, on peut arriver effectivement à avoir des rendements extrêmement importants, tout en ayant un respect de l'environnement et sans apport extérieur. Alors ce soir on change un petit peu d'échelle, puisque on va s'intéresser à la métropole parisienne, et je pense que c'est extrêmement important, puisque moi je ne souhaite pas, et la maire de Paris ne souhaite pas, qu'on travaille, je dirais, en se recroquevillant sur nous-mêmes. Et l'agriculture urbaine qu'on souhaite développer, elle ne s'entend qu'à l'échelle, bien évidemment, de la ville et de la métropole qu'est Paris. Et il ne faudrait surtout pas que ces projets d'agriculture urbaine qui vont se développer sur Paris se fassent ou puissent se faire au détriment des agriculteurs de petite et de grande couronne, puisque c'est un enjeu extrêmement important pour nous de pouvoir maintenir à l'échelle de la métropole ou à l'échelle de la région Île-de-France cette agriculture périurbaine. Alors c'est vrai, l'enjeu il est d'arriver, comme l'a indiqué Catherine Baratti, l'enjeu il est bien évidemment aussi de pouvoir montrer qu'on peut produire au cœur de villes, que c'est possible, que ça se fait ailleurs, dans d'autres grandes villes, mais c'est aussi de changer la vision que peuvent avoir
les citadins, entre guillemets, et notamment les Parisiens de l'agriculture. Et puis c'est aussi l'enjeu de la conférence de ce soir, et ça tombe bien, puisque c'est les états généraux de l'économie circulaire, c'est de se dire qu'on peut développer des circuits courts de proximité qui vont aussi profiter à l'ensemble de l'agriculture francilienne et principalement au maraîchage. Si on prend par exemple les exemples de Loufa Farm à Montréal ou la Casamate à Grenoble, les fermes urbaines, elles sont aussi des formidables portes d'entrée dans la ville pour les produits d'agriculture périurbaine. Ces filières, elles sont bien évidemment à créer sur Paris, et moi je veux pouvoir m'appuyer sur les agriculteurs urbains que je souhaite implanter dans Paris, mais bien évidemment aussi sur périurbain. Il faut qu'on arrive à travailler ensemble, à échanger, à travailler et à inventer des synergies qui aujourd'hui n'existent pas ou n'existent pas à l'échelle que nous souhaitons développer. Et il faut que nous puissions, en tant que ville de Paris, pouvoir les accompagner. Et on pense notamment, moi je me dis qu'à un moment donné, voilà, la maire m'a fixé un objectif qui est un peu ambitieux, qui est de dire que d'ici 2020, on devrait avoir 30 hectares sur les toits d'agriculture urbaine. On en aura, j'espère, aussi au sol. À un moment donné, il va falloir se poser la question de la commercialisation de ces produits. Est-ce que ces produits, on va les commercialiser, pourquoi pas, dans les marchés parisiens? Est-ce que ces produits vont être vendus, comme je l'ai vu à Berlin, dans cette ferme, sous forme d'AMAP? Est-ce qu'on pourrait imaginer un lieu particulier pour vendre ces produits parisiens? Donc c'est vraiment aussi une filière économique qui est en train de se développer, une filière économique qui est créatrice d'emplois. Et ça, c'est extrêmement important à un moment particulier où, on l'a vu cet été, hein, le monde agricole français connaît des difficultés importantes. Et je crois que... alors, bon, il y a beaucoup de discussions dans lesquelles on n'entrera peut-être pas ce soir sur les modes de production, mais c'est vrai que le développement de l'agriculture urbaine, il est certainement un levier pour quelque part cette nouvelle révolution agricole où les circuits courts, l'hyper proximité et puis des pratiques qui sont quand même très respectueuses de l'environnement et de l'économie circulaire sont aussi garantes de conditions de travail et de vie peut-être plus agréables pour les agriculteurs de notre pays et que les produits soient aussi meilleurs pour les consommateurs et les Parisiens. Et on voit bien que les Parisiens ont aujourd'hui envie de produits respectueux, non pas uniquement pour eux-mêmes, dans une démarche, je dirais, un peu consumériste, mais aussi dans une démarche de respect de l'environnement à un moment qui est très particulier, à un moment où Paris va accueillir d'ici maintenant 2 mois la COP21, où nous savons tous que nous avons collectivement un enjeu extrêmement important à ne pas rater si nous voulons pouvoir continuer à ce que cette planète, et la planète peut-être continuera, mais ses habitants puissent continuer à y vivre correctement. Alors, Paris doit bien évidemment, et va bien évidemment prendre sa place dans cette agriculture urbaine moderne. Il faut qu'on arrive effectivement à pouvoir, nous, ville de Paris, en partenariat bien évidemment, parce qu'on ne le fera pas seul, et je vois juste au deuxième rang le directeur qui se cache, mais je l'ai vu, le directeur de RDF Paris, que je salue et que je remercie d'avoir pris l'initiative sur le toit de RDF Paris d'installer un potager de 450 mètres carrés avec une association qui est Veni Verdi pour y faire de l'agriculture urbaine. C'est vraiment merci parce que je crois que vous montrez le chemin, à nos propres bailleurs, à nos propres sociétés d'économie mixte, vous montrez le chemin aux autres entreprises parisiennes qui ont potentiellement des surfaces disponibles et vous nous avez prouvé non seulement que c'est possible de faire de l'agriculture urbaine sur un toit parisien, mais vous nous avez aussi montré que d'avoir installé cette agriculture sur votre toit a permis des échanges
extrêmement fructueux entre les salariés de votre entreprise et, je dirais, une création de liens sociaux qui n'existait peut-être pas avant, et votre témoignage était extrêmement intéressant. Et donc voilà, il faut mettre en commun ces synergies, il faut que nous sommes en train de le finaliser. On arrive on sait qu'on a une centaine d'hectares potentiellement disponibles, mais une fois qu'on a dit, voilà, on a potentiellement une centaine d'hectares sur des cartes, une fois qu'on rentre dans le dur et qu'on a été regarder quelle est la structure, quelle est l'étanchéité, quelle est la portance, etc., ça devient plus tout à fait la même chose. Donc on affine. J'ai demandé moi aux bailleurs de faire la même chose, j'ai demandé aux sociétés d'économie de la ville de faire la même chose, et j'ai rencontré beaucoup d'entreprises qui sont dans cette démarche et vais lancer avant la fin de l'année un appel à projet sur des sites, j'espère une vingtaine de sites, premiers 20 sites parisiens, qui sera un appel à idées, appel à projet, de manière à pouvoir faire de l'agriculture urbaine aussi bien sur les toits, mais un peu aussi sur les sols, de manière à lancer cette première vague et initier ce mouvement de développement de l'agriculture urbaine ambitieuse dans notre capitale. Je crois que voilà, c'est une place, c'est une chance pour Paris. Je l'ai dit, c'est une chance en termes d'emploi, c'est une chance pour une alimentation de qualité, et puis c'est aussi parce que de grands chefs parisiens sont intéressés par ces projets. On a un projet dans le nord-est de Paris sur la reconstruction d'une halle de la Sougarie, sa chapelle internationale, sur une halle qui fait 5000 m². On a un projet d'agriculture urbaine et on sait qu'on a déjà des grands chefs parisiens qui nous disent, non, qui ne vont pas venir s'installer pour faire de l'agriculture, mais qui sont intéressés pour acheter les produits, parce que voilà, c'est encore plus près que Rungis, c'est encore mieux, le circuit court est encore mieux, et ils sont très intéressés. Et voilà, la France est quand même une capitale gastronomique, donc c'est aussi important en termes de rayonnement international et en termes de rayonnement économique pour ce pays, de pouvoir aussi participer à cette dynamique. Voilà, alors les projets qui vont vous être présentés ce soir, ils vont effectivement compléter les projets que nous avons vus lors des 2 premières conférences, compléter un petit peu ce paysage d'agriculture urbaine. Moi, je pense que ces conférences, elles sont intéressantes parce qu'elles font aussi partager les projets des uns et des autres. Elles montrent ce qui se fait, ce qui est possible de se faire, alors que je dirais qu'on a souvent tendance à se mettre des freins, à se dire c'est compliqué, c'est pas possible, il faut un mètre de terre, il faut ci, il faut ça. Bon, on voit que tout est en train de bouger très vite avec les nouvelles technologies, et ces rencontres, elles permettent aussi de faire fructifier ces idées. Il y a un certain nombre d'objectifs importants qui sont sortis des premières sessions, et moi j'espère que jusqu'à la clôture de ce cycle de conférences en décembre, on aura collectivement trouvé de nouvelles idées. Je voudrais remercier les équipes de la direction de l'environnement et des espaces verts qui travaillent ardemment à cet objectif très ambitieux qui de temps en temps m'empêche un petit peu de dormir la nuit, que m'a confié la maire. Je ne dis pas que je compte les mètres carrés, mais presque. Voilà. Donc aujourd'hui, on va mieux comprendre ce qu'est l'agriculture urbaine dans la métropole avec une approche historique où Jean-Michel Roy va nous interroger sur notre capacité à redécouvrir les vertus du circuit intelligent à l'heure de la métropole, mais aussi des projets qui sont menés par Upcycle, un projet assez extraordinaire qui transforme le marc de café en pleurote, par les responsables du projet Ferme-en-Ville qui inventent des maraîchers urbains et puis qui donnent vie à des terres qui sont délaissées, et puis par les acteurs de la plaine de Montjean, qui est un territoire qui est cher au cœur des agents de l'ADEME et au mien aussi, qui est aux portes du marché de Rungis, et qui est aussi très proche de notre centre de protection horticole, puisque beaucoup d'entre vous ne le savent peut-être pas, mais nous avons un centre de production horticole à la ville de Paris qui produit énormément.
Et puis, bon, bah, vous pourrez regarder l'exposition. Et puis, si vous êtes parisiens tous dans cette salle, je ne peux pas finir cette intervention sans vous dire que vous avez jusqu'au 20 novembre pour voter pour septembre, pardon, pour voter pour les projets du budget participatif, que ce soit à l'échelle de vos arrondissements ou à l'échelle parisienne. Et il y a énormément de projets, aussi bien dans les arrondissements qu'à l'échelle parisienne, qui portent sur des projets de végétalisation, d'agriculture urbaine, de reconquête de la petite ceinture, etc. etc. Donc allez-y. J'ai quelqu'un tout à l'heure qui a fait un tweet très très drôle qui a dit « J'ai voté pour le budget participatif pour les projets nature, comme ça va donner plein d'argent à plein de comité, c'est plein de travail. » Voilà. Merci, merci. Oui, donc je rappelle le thème de la soirée, l'agriculture urbaine, le grand pari de l'économie circulaire. Et donc on a choisi un déroulement un peu chronologique, c'est-à-dire qu'on a choisi de se tourner un petit peu d'abord vers le passé, avec cette question, est-ce que tout ça n'aurait pas des fois existé par le passé à Paris et autour de Paris. Et pour ça, on a fait appel à un spécialiste, Jean-Michel Roy, donc, qui est responsable de l'unité patrimoine, art visuel, du service art, culture et territoire de la Courneuve. Merci. Je vais continuer la présentation et comme tout historien qui se respecte, je vais aussi vous parler un tout petit peu de moi pour que vous compreniez mon parcours. En 1989, j'ai fait un mémoire de maîtrise sous la direction d'Hugues Neveu à Nanterre sur les productions légumières de la Plaine des Vertus, Aubervilliers, la Courneuve. Je ne vous cache pas qu'à cette époque, j'ai essuyé pas mal de colibets sur l'intitulé de mon travail. L'année suivante, je faisais un DEA sur les productions fruitières et légumières de Paris, 17e, 18e, 19e siècle. Et je voyais que c'était quand même pas le sujet qui était vraiment à la mode. Donc j'ai fait une thèse d'histoire sur le commerce alimentaire et l'espace urbain à Paris que j'ai soutenu en 1998. En 1998, il y avait un projet de musée des cultures légumières à La Courneuve et j'étais embauché pour travailler sur ce projet qui est tombé à l'eau. Entre mon mémoire de maîtrise en 1989 et la date de mon embauche, je n'ai jamais été invité à participer à aucun colloque. Il a fallu que j'en organise un pour parler de ces questions-là. Donc, nous avons organisé un colloque en 1999 à La Courneuve, qui a donné un ouvrage que certains d'entre vous connaissent peut-être, qui s'appelle « Jardinage en région parisienne », qui a été publié en 2003 sur Créafis. Et la nouvelle traversée du désert, entre 2003 et 2012, ce sujet, les cultures légumières, l'arboriculture fruitière, aucun intérêt. En 2012, organisation par la ville de Paris de cette très belle exposition à Bagatelle où ils m'ont demandé d'être commissaire scientifique, savez-vous planter les choux ? Avec la publication d'un catalogue manifeste, un très très beau catalogue qui est encore réclamé. Si certains d'entre vous le souhaitent, j'en ai encore un peu à La Courneuve, je pourrais vous les envoyer. Et en 2012, invitation à participer à 3 colloques, 2013 aussi, et puis 2015, là, ma chef de service me dit que c'est plus possible, il faut que j'arrête. Hein, voilà. Je ne participerai plus à aucun colloque cette année, sauf peut-être à celui de Nature Paris, qui m'a demandé aussi de proposer un regard historique. Alors pourquoi ce titre? Alors, comme vous allez nous regarder toute la soirée, j'ai décidé de bouger un peu, ça va vous obliger à me suivre et à avoir un peu d'attention. On m'avait demandé d'avoir une approche historique de cette question et je me suis dit je vais la problématiser un petit peu parce qu'il y a des questions qu'il faut qu'on se pose aujourd'hui si on veut réintroduire une agriculture en ville. Donc cette question, alors je restais sur le... Mais c'est pas grave. Un peu polémique. Est-ce qu'on est grand? Est-ce qu'on a grandi? Est-ce qu'on est capable aujourd'hui de se poser les questions qui vont nous permettre de retrouver les vertus de ce circuit intelligent? Et donc évidemment, je vais vous définir un peu ce que c'est que le circuit intelligent. Mais avant, je vais vous rappeler 2-3 notions préliminaires. La suivante, s'il vous plaît. Donc, quelques notions préliminaires sur les différents types d'agriculture. Alors pour certains, ça va peut-être paraître redondant, mais en tout cas, c'est des définitions pour l'agriculture de l'Île-de-France. À travers l'histoire, il a existé une agriculture urbaine
qui s'est opposé à une agriculture rurale, qui s'est opposée, qui était différente. Il n'y avait pas d'opposition, c'est une complémentarité. L'agriculture urbaine, au Moyen-Âge, c'était le courtillage, c'est-à-dire une agriculture, des cultivateurs dans l'enceinte des villes, ou en tous les cas dans la ville. Après sont arrivés les maraîchers, une autre forme d'agriculture, mais toujours en ville ou aux portes de la ville. Une agriculture rurale, c'est l'agriculture telle qu'on la conçoit, dans des villages éloignés de Paris, où vous avez des habitants dans un village et des terres qui sont cultivées autour. Une agriculture extensive par rapport à une agriculture intensive. L'idée que l'on a de l'agriculture extensive aujourd'hui n'est pas du tout celle de ce qui se pratiquait en Île-de-France au XVIIe ou au XVIIIe siècle. L'agriculture intensive, par exemple les maraîchers dans les villes, c'est une agriculture très intensive sur des petites surfaces où on cultive énormément de légumes. Un maraîcher au XIXe siècle, au début du XXe siècle, était capable de produire plus de 200 tonnes de légumes à l'hectare. Vous imaginez 200 tonnes de légumes à l'hectare. Donc là, c'était une agriculture où il faisait 6, 8, 10 récoltes sur la même parcelle, sur du terreau, sur une couche de fumier. Et puis, vous aviez un autre type d'agriculture intensive, par exemple, c'était la viticulture. Parce que le vigneron cultivait énormément de vignes, il y avait une densité de plantation très importante, plus de 30 000 pieds à l'hectare, et en plus, entre ces pieds de vigne, il cultivait autre chose. Il cultivait des asperges. Montreuil s'est fait connaître au début du XVIIe siècle en produisant des fraises, avant les pêchers, par exemple. Une agriculture extensive, alors là c'est plutôt cette agriculture rurale, celle que j'ai étudiée dans mon mémoire de maîtrise, les cultures légumières de la plaine des Vertus, où sur des grands champs ouverts, en open field, on cultivait des légumes et un exploitant pouvait cultiver 4, 5, 10 hectares. Il y a d'autres types d'agriculture extensive, mais je vais rester sur les cultures légumières et fruitières. Le troisième, une agriculture peuplante par rapport à une agriculture dépeuplante. À chaque fois que vous avez une culture, que vous cultivez de la vigne, que vous cultivez des fruits et des légumes dans Paris, autour de Paris, dans les villages, vous avez des villages très peuplés. Michel Friponneau, qui est un géographe des années 50-60, même je crois qu'il est encore vivant d'ailleurs, je ne devrais pas dire ça, Michel Friponneau les a définis comme des démocraties vigneronnes. Montreuil, Argenteuil. Toutes les villes très peuplées, tous les villages très peuplés de cette époque sont des villages de vignerons. Et à côté, vous avez les cultures céréalières, avec des campagnes qui se vident de leurs habitants, parce que les laboureurs ont des charrues, ont des équipements, et n'ont besoin que de manouvriers pour les semailles et pour la moisson, et ils font appel à des bandes. Donc culture peuplante qui s'oppose à une culture dépeuplante. La suivante, s'il vous plaît. Donc, 3 types de cultures et leur relation avec les plantes. Le maraîcher, c'est peut-être un pléonasme ou quelque chose, un truisme de le dire, c'est quelqu'un qui fait des semis, qui va reprendre sa plante, qui va la transplanter 1 fois, 2 fois, 3 fois, et qui s'intéresse à chaque plante. À l'individu. Donc ce que j'appelle l'individu, il y a d'autres termes comme le taxon, je ne sais plus ce qu'on dit dans d'autres métiers. La culture de la vigne et la polyculture intensive. C'est une autre forme de rapport aux plantes. La plante n'est pas considérée seule, mais comme une touffe, comme un paquet, un poquet. On sème les haricots par 4 ou 5, on provigne la vigne. C'est un autre type de relation à la plante et c'est un autre type d'outillage. Troisièmement, les cultures légumières de la plaine des Vertus, massale ou mixte, où là, on sème à la volée dans les champs. On sème à la volée les légumes dans les champs, dans la plaine des Vertus. On mélange les graines. Et là, bon, on ne s'intéresse pas à chaque plante. On les sème et puis après, on désherbe et on récolte. La suivante, s'il vous plaît. Le circuit intelligent, qu'est-ce que c'est? Alors, l'inventeur de cette expression, qui l'appelle même le circulus intelligent, vous avez le texte au complet, c'est Maxime Ducamp, qui était un ami de Flaubert, un voyageur assez riche, qui a été sénateur, qui a été académicien, et qui, dans son livre Paris, ses organes, ses fonctions, a une analyse assez fonctionnaliste où il analyse des systèmes. Et donc vous avez ce texte, que vous avez peut-être eu le temps de lire, qui explique comment les maraîchers qui viennent apporter leurs légumes à Paris ne repartent pas sans rien. Ils sont souvent salariés de l'entrepreneur de nettoyage de Paris, et donc ils vont chercher les boues, les gadous dans les rues, et les rapportent dans leurs champs, et vont les épandre dans leurs champs. S'ils ne récupèrent pas les boues et les gadous, ils ont autre chose, c'est qu'ils prennent à ferme l'écurie d'une auberge, d'une hôtellerie, l'écurie de quelqu'un qui a beaucoup de chevaux, et ils sont contraints, par contrat, à venir tous les jours enlever ce fumier, et ils l'apportent ensuite dans leur champ. Donc, je la trouve assez
Paris rend en engrais ce qu'il reçoit en nourriture. C'est beau. C'est ça le circuit intelligent ou le circulus intelligent d'après Maxime Ducamp. La suivante, s'il vous plaît. Alors, les différents engrais utilisés à Paris et dans la région. Les bouts de Paris et la corvée des voiries. Vous le savez, avant l'invention du tout à l'égout, rien n'allait à l'égout. Donc, tous les jours, chacun pouvait, en fonction de l'étage où il habitait, dans les rues de Paris, passer par la fenêtre tous ses déchets. Si on regarde les archives de la police de Paris, il n'y a pas un jour sans que l'on trouve un beau marquis au XVIIe ou au XVIIIe siècle qui n'ait reçu une potée de matière fécale sur sa perruque. Donc, il y avait des gens qui étaient embauchés pour balayer les rues de Paris, faire des tas, qui étaient ramassés tous les jours, et tous les jours, des tombereaux allaient aux voiries, la plus célèbre étant la voirie de Montfaucon, mais il y en avait tout autour de Paris. Et tous les 3 ans, à tour de rôle, on vidait ces voiries, et c'était une corvée pour les paysans. Dans les cahiers de doléances, une des premières doléances des paysans en 1789, 1989, il y en a eu d'autres, mais en 1789, c'était de ne plus avoir cette corvée, parce que les chevaux se blessaient, il y avait des clous, des morceaux de verre, on jetait tout par les fenêtres, de tout. Des objets principalement, évidemment. Donc, ces boues étaient répandus sur le sol, et par exemple, si vous allez au nord de Paris, territoire que je connais un peu mieux, Aubervilliers à la Courneuve, ces boues qui se sont déposées durant des siècles ont constitué une couche de terre noire, qui peut mesurer à certains endroits 1 mètre d'épaisseur, dans lequel vous avez toute une stratigraphie de tessons, de morceaux de verre, de pièces de monnaie, de pipes, de tout ce que vous voulez. Le ramassage des déchets de Paris, donc je viens de vous en parler, les cultivateurs pouvaient aussi récupérer les déchets verts dans Paris, les déchets des marchés, et un village, celui de La Chapelle par exemple, tous les cultivateurs de La Chapelle au XVIIIe siècle se sont spécialisés et sont devenus des entrepreneurs des voiries. Ils ont arrêté la culture pour se consacrer au nettoyage de Paris. C'est une sorte de cultivateur hybride, de ramasseur de déchets, nettoyeur. Les fumiers de la capitale, à Paris au XVIIe siècle, 20 à 30 000 chevaux, ça produit pas mal de fumier, mais au XIXe siècle, avec comment on appelle ça, pas les tramways, mais avec les bus, il n'y avait pas les calèches, mais les tramways hippomobiles, si, les tramways hippomobiles, la compagnie de tramway de Paris avait 80 000 chevaux, donc on passe à 100 000 chevaux. Une production phénoménale de fumier, transformée par les maraîchers en or, puisque les maraîchers cultivaient sur couches de fumier, en plein hiver, des fraises, des asperges, des petits pois, des haricots verts. Les droits des bouchers de Paris. La veine pâture, il y avait la veine pâture autour de Paris, encore une obligation pour les paysans. Donc les bouchers avaient le droit de faire venir leurs troupeaux et de les laisser paître sur les sols en jachère pendant toute une partie de la saison. Ce qui permettait à ces bandes de bœufs arrivées de souvent très loin de se refaire une petite santé, sinon on avait des bœufs qui faisaient 200 kilos, et bon, s'il n'y avait pas grand-chose à manger dessus. Les issues des abattoirs, énormément d'affaires dans Paris où les cultivateurs récupèrent du sang des abattoirs ou des déchets provenant des issues des boyaux et les répandaient sur leurs champs. La drèche, je ne vous ferai pas l'injure de vous dire, mais on consommait énormément de bière à Paris, c'était la boisson des pauvres, et tout le malt, l'orge qui avait servi à fabriquer la bière était aussi répandu sur les champs, on servait à nourrir les vaches. Elles avaient un lait qui avait, paraît-il, un drôle de goût après. Les meules des champignonistes, et oui, la meule des champignonistes avait aussi une seconde vie, comme le marc de café ensemencé en mycélium de pleurote, qui fait un excellent substrat, je crois, dans les essais qui sont faits. Les bêtes et les troupeaux locaux, on adorait le mouton à Paris au XVIIIe siècle, au XVIIe siècle, il y avait des troupeaux de moutons dans toutes les fermes autour de Paris, et les moutons pouvaient se livrer au package et fournissaient de l'engrais. Suivant, s'il vous plaît. Alors, parce qu'on ne se rend pas compte à quel point un cheval, ça peut fournir comme quantité de fumier. 43 quintaux de fumier par cheval et par an. Pour un marais de maraîcher qui fait à peu près 6000 m², 70 chevaux fournissent tout le fumier. Donc il y en avait 100 000. Ça va, ça, il y a un bon ratio. Donc là, vous avez un texte d'un maraîcher qui écrit dans l'Agriculture Nouvelle et qui décrit le prix. Mais ce qui est intéressant, c'est que, ce que je vous disais tout à l'heure, le garçon maraîcher qui a apporté ses légumes à Paris, en repartant, il passe récupérer le fumier dans une écurie. Donc à Paris, on estime qu'un cheval rend annuellement 43 quintaux de fumier. 70 de ces animaux donnant annuellement 3000 quintaux suffisent à la production de fumier.
mais vous avez quelques détails plus intéressants. Alors, on a des mercuriales du prix du tombereau de fumier, j'ai des séries de prix du tombereau de fumier du XVIIe siècle au XIXe siècle, et quand on suit le prix, la valeur du fumier, la valeur des labours, la valeur des légumes, on voit qu'il y a des fluctuations, hein, tout n'est pas lié. La suivante, s'il vous plaît. Alors, une très très belle gravure de Lanier du XVIIIe siècle, qui conserve au cabinet des estampes, à votre droite. Chou pour chou, Aubervilliers vaut bien Paris. Alors, je vais sortir, j'ai une petite lampe magique. Hop. Ici, vous avez Aubervilliers, et vous avez Notre-Dame des Vertus d'Aubervilliers. Ici, vous avez Notre-Dame de Paris. Là, vous avez un cultivateur d'Aubervilliers qui apporte sa hotte de choux. Vous avez un mercier, un bourgeois de Paris. Ce mercier n'est pas très très heureux de rencontrer un cultivateur. Ce cultivateur étant toute la journée en train de ramasser du fumier, de la boue et autres, il ne sent pas très bon. Donc il y a une petite phrase là, il ne se mouche pas du pied, le mercier n'est pas très heureux. Mais chou pour chou, Aubervilliers vaut bien Paris. Ici, vous avez le chou d'Aubervilliers. Chou d'Aubervilliers, vous trouvez encore en graines dans toutes les bonnes graineteries, même chez Truffaut. Chou Milan d'Aubervilliers. Et ici, vous avez une tinette, le pot de chambre de l'époque. Donc, chou pour chou, Aubervilliers vaut bien Paris. On est en train de nous dire que, évidemment, ce sont les gadous, les boues, les déchets de Paris qui permettent de produire ces beaux légumes. Quand les choux sont bons, les maçons ne font rien. Il y a plein de petits adages. J'aime beaucoup aussi celui ce n'est pas tout, les choux, il faut de la graisse. Pour tous les amateurs de choux, le chou, quand il est bien gras, c'est mieux, avec un peu de bière aussi, c'est plus léger. Voilà. Et quand les choux sont bons, les maçons ne font rien, c'est quand on a mangé une bonne potée aux choux, on fait la sieste plutôt que de travailler. La suivante, s'il vous plaît. Là, c'est une photographie d'Aubervilliers, début du siècle, qui nous présente un tombereau. Alors tout à l'heure, dans le texte, Maxime Ducamp dit on reconnaît les cultivateurs parce qu'ils viennent avec un tombereau, ils ne viennent pas avec une charrette. Vous connaissez la différence entre un tombereau et une charrette? Souvent, en la regardant, il n'y a rien comme différence. Il faut vraiment voir s'il y a un mécanisme, les tombereaux basculent. Donc, c'est pas pour basculer les légumes qu'on a besoin d'un tombereau, mais c'est pour basculer les boues et les gadous quand on arrive chez soi. C'est plus pratique parce que la décharge à la pelle, c'est un peu long. Donc là, vous avez sans doute un tombereau dont on voit la hauteur, toute la famille pose, le chien, le maître qui est au balai, un valet sans doute qui est au fléau, et là vous avez des choux. Alors, c'est du chou monumental, hein. C'est du chou quintal, qui porte bien son nom, c'est le chou à choucroute. Tout le chou à choucroute consommé à Paris au XVIIIe, au XIXe siècle était produit dans la plaine des Vertus. La plaine des Vertus, Aubervilliers-la-Courneuve. J'ai oublié de vous dire, Aubervilliers-la-Courneuve, 18e, 19e siècle, quand on a des chiffres, c'est les 2/3 ou les 3/4 de l'approvisionnement en gros légumes de Paris. C'est 2000 hectares au 19e siècle. C'est un système de culture, avec l'approvisionnement, le désapprovisionnement, avec des marchands, qui sont des marchands forains, qui passent, qui récoltent les légumes chez les petits producteurs et qui les apportent aux halles. Ce sont des gens qui sélectionnent leurs variétés, qui font leurs plans. C'est un système assez autonome. Et ce sont les grainetiers qui, au XVIIIe siècle, vont aller récupérer les semences chez ces cultivateurs. Villemorin en particulier au XVIIIe siècle, qui va lui fossiliser ses variétés, le chou milan hâtive des Vertus, l'oignon jaune paille des Vertus, la betterave longue des Vertus ou demi-longue des Vertus. Les cultivateurs, eux, rangent leur paquet de graines entre leurs piles de draps avec leur louis d'or, pour vous dire la valeur qu'ils apportaient à ces semences et à ces graines. Chez certains maraîchers, au 19e ou au 20e siècle, on ne faisait pas des mariages en gendres, on faisait des mariages en graines. On mariait sa fille ou son fils avec quelqu'un qui avait une belle variété de melons ou de cornichons. Et je me souviens de Maurice Chaudron, qui est un cultivateur dont on a publié un entretien, qui se désespérait d'avoir perdu la variété d'oignons, la variété de cornichons épineux de ses grands-parents. La suivante, s'il vous plaît. Le circuit intelligent à l'œuvre. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce que cette photographie révèle du circuit intelligent? Je ne sais pas si vous voyez les petites taches là. Ce sont des papiers. Ce sont des papiers d'emballage de fruits. Mais si on voit mieux, on voit qu'il a répandu des boues et des gadous. C'est-à-dire que ce cultivateur, là, son tombereau qui est chargé de paille, il est arrivé avec un tombereau chargé de gadous, il a répandu ses gadous,
Ensuite, il a mis sa récolte de blé dans son tombereau, et après il laboure derrière. Au Vertu, on a inventé le labour superficiel. On s'aperçoit qu'au XIXe siècle, il y a une superficialisation des façons agricoles et que même leurs graines et leurs semences, les variétés qu'ils cultivent, sont des variétés de plus en plus courtes. Parce qu'ils se sont rendus compte que ça ne servait à rien d'aller labourer profond, comme le disaient les agronomes du XVIIIe siècle. Et donc, même certains cultivateurs disent dans leurs entretiens, quand ils se mettent des radis ou des navets, ils se mettent les graines comme ça et puis ils faisaient ça. Alors, quand on les a vus faire, on se disait, mais ils font quoi? Ils les trépignent. Parce que ce sont des légumes qui ont horreur de sols trop légers, il faut que les sols soient bien denses. La suivante, s'il vous plaît. C'est bon, je suis dans les temps. 5 minutes, on aura fini. Les limites du circulus. La diminution agronomique des boues, avec la fin des chevaux, avec la disparition progressive des chevaux, la qualité du... S'il n'y a pas 40 ou 50% de fumier de cheval dans des boues, c'est pas très intéressant. Le choix de l'incinération des boues à la fin du XIXe siècle. Paris s'est posé une question cruciale. Est-ce que la ville de Paris doit subventionner son agriculture? La réponse a été non. Donc, on a choisi, quand on a mis en place le métro, on a besoin d'électricité, d'incinérer les boues. Question qui serait peut-être utile de se reposer aujourd'hui. La ville doit-elle subventionner ses campagnes et ses productions? Je crois que c'est tout ça qui nous réunit ce soir. La raréfaction du fumier, je vous l'ai dit, il y a moins de chevaux, on passe au tout automobile. La concurrence des plaines d'épandage, de l'agriculture subventionnée, la concurrence nationale. La ville de Paris, à travers ses expériences et à travers les plaines d'épandage de Méry-Pierrelet, a mis en place la distribution des eaux d'égout. On a atteint 5000 hectares dans les années 30. 5000 hectares de légumes qui poussent les pieds dans des eaux usées, on va dire ça gentiment, des eaux pleines d'engrais. On obtient une production phénoménale, et donc à partir de la fin du 19e siècle et pendant les 30 premières décennies du 20e, le cours des légumes s'effondre. La disparition des terres agricoles, au 19e siècle, on construit, les villages se développent, on construit des usines en banlieue, puisque les usines quittent Paris, en tout cas dans les années 1850-60, donc il y a moins de terres agricoles. La suivante, s'il vous plaît. Donc sommes-nous mûrs pour redécouvrir les vertus du circuit intelligent à l'heure de la métropole? Je viens de vous poser la première question. La ville doit-elle subventionner son agriculture? Quelle relation doit-elle entretenir avec les anciennes campagnes? Et cette gravure chou pour chou, Aubervilliers vaut bien Paris, qu'est-ce qu'elle nous dit? Qu'est-ce qu'elle nous pose comme question? Aubervilliers vaut bien Paris. Réinterroger les logiques foncières. Les terres agricoles ne sont pas des réserves foncières. Quand vous prenez, pour la plupart des villes, quand vous superposez la carte des maraîchers aux cartes des équipements publics construits dans les années 1960-70, vous avez l'impression de voir un positif, de voir la même image. C'est-à-dire qu'on a construit les préfectures de Bobigny et de Créteil dans ces deux villes, parce que c'était les deux plus importants lotissements maraîchers d'Île-de-France. Il y avait des centaines d'hectares avec très peu de construction. Donc on pouvait exproprier pour pas cher. Et si nous faisions mentir Edmond Garnier, qui écrivait en 1939, dans aucun département de France, la proportion de terrains non agricoles n'est aussi élevée. Elle était de 44% en 1894, elle atteint aujourd'hui plus de 70%. Les immeubles bâtis recouvrent de plus en plus les terrains avoisinant la capitale et les villes de la banlieue. Et donc il écrivait en 1939. Il est à prévoir pour un avenir relativement prochain la disparition totale du territoire agricole. Celui-ci ne figurera plus que sous forme de jardins familiaux. On a failli y arriver. En 2006, je travaillais avec la communauté d'agglomération de pleine commune. Pour eux, le patrimoine vert, c'était que les jardins familiaux. L'agriculture était morte, il n'y avait plus rien. Là, derrière, c'est une belle image. Merci beaucoup Jean-Michel pour cet exposé passionnant. Et nous allons parler maintenant du présent. Alors on n'en est pas encore à réintroduire le fumier en bourse, mais
le fumier, vous avez parlé de la cotation du fumier tout à l'heure. Donc on n'en est pas là, mais on a quand même des acteurs du territoire qui travaillent sur cette économie circulaire. Et alors contrairement à ce qu'on a fait lors des premières conférences, où on vous présentait surtout, on fait intervenir des porteurs de projets, c'était surtout de l'agriculture urbaine sur les toits. Là on s'est dit on va changer un petit peu et on va vous parler un peu d'autre chose. Et nous avons choisi de faire intervenir Grégoire Bleu, qui est donc le président d'Upcycle, et qui va nous parler de son activité. Bonsoir à tous. Je vais voir si vous avez bien suivi. Nous, on fait de l'agriculture urbaine intensive, peuplante, en circuit intelligent non subventionné. Le boulot d'Upcycle, c'est de concevoir et d'exploiter des systèmes agronomiques innovants. Il est directement inspiré de pratiques qui se font depuis des années et des dizaines d'années dans des pays en développement. On va commencer par une petite vidéo parce qu'on fait plein de choses et j'ai pas envie de vous endormir trop vite. Et cette petite vidéo est présentée par Cédric Péchard, qui est l'un des 3 cofondateurs d'Upcycle. Je vous retrouve tout de suite après. Upcycle, c'est une société qui crée des fermes urbaines zéro déchet. À partir des déchets urbains, on transforme tout ce qu'on trouve en ressources, et en particulier des ressources alimentaires, avec ici une culture de champignons sur du marc de café. L'origine de ce projet, c'est vraiment la question de l'alimentation des villes. Il s'agit de transformer de l'espace disponible, ici on est dans une cave, avec des ressources disponibles comme le marc de café, en utilisant les gens qui sont disponibles localement, y compris les gens en situation de handicap ou les gens en situation de grande fragilité. Alors tout d'abord, on va récupérer du marc de café en grande quantité à travers des partenariats qu'on a avec des gestionnaires de machines automatiques. Il est acheminé par notre prestataire qui est une structure d'accueil en personnes en difficulté. Ils l'amènent sur leur site et à partir de là, on va transformer cette source de marc de café vraiment en ressources. Donc on va vider les sacs, on va les trier, on va mélanger tout ça avec différents ingrédients, donc du mycélium, de pleurote. On va mettre ça dans des sacs. Ces sacs, on va les mettre en incubation dans un conteneur maritime qu'on a transformé en incubateur. Et au bout d'un mois, on va pouvoir les amener ici où ils vont fructifier et on va avoir des champignons comme on a exactement dans le même principe qu'on a dans les bois, sauf que là on va le gérer ici dans cette cave souterraine. Tout ce savoir-faire qu'on a développé pour les professionnels, on l'a mis à disposition du grand public en créant des petits kits de culture exactement sur le même principe qui permettent à chacun de produire des champignons dans sa cuisine extrêmement simplement. Il suffit de les ouvrir et en 10 jours vous avez une première récolte de champignons chez vous. Actuellement, on récupère à peu près 1 tonne de marc de café chaque jour et donc on va générer quasiment 1 tonne de déchets par jour. Ces déchets, c'est du marc de café qui a été enrichi en mycélium, en matière organique et qui a une valeur agronomique exceptionnelle qui nous permet aujourd'hui de le proposer à des maraîchers périurbains ou à des agriculteurs urbains. Ce qui veut dire qu'on a transformé un déchet urbain en ressources alimentaires directes pour les citadins, mais aussi en ressources pour les maraîchers périurbains qui contribuent à alimenter la ville. Pour moi, la ville de demain, c'est une ville qui fonctionne en écosystème. C'est-à-dire que les uns et les autres travaillent en s'apportant des services mutuels, et en particulier sur le domaine des déchets, les déchets des uns deviennent des ressources des autres. Donc, on va reprendre un peu tout ça. Comment on fait ça ? C'est bon, voilà. Donc, on a l'habitude de dire que Upcycle, c'est un peu le mythique du marc de café et du pleurote. Le pleurote étant un champignon assez commun, qui a l'énorme mérite de savoir manger tout un tas de choses. Donc, dans les pays en développement, on lui fait manger de la bagasse, des déchets de riz, tout ce que vous voulez. Bah, ici, ce qui est disponible dans la région parisienne, comme déchets cellulosiques, comme déchets qui s'apparentent au bois, c'est du marc de café, donc on lui donne à manger du marc de café. Ce qui est tout à fait étonnant dans ce système, c'est qu'à partir de cette simple interaction entre du marc de café et du pleurote, on arrive à en faire plein de choses. On arrive à en faire de Monte Cristo. Notre
grande fierté, c'est que ces Monte Cristo ont été choisis par Yannick Aleno, meilleur restaurateur 2014, pour ces restaurants. Bercy, l'Élysée en consomment régulièrement. Le Collège culinaire de France nous a reconnus aux côtés de producteurs de trucs. Donc on arrive à partir d'un produit assez commun. Je ne sais pas si vous avez des souvenirs inoubliables de pleurote, moi j'en avais pas avant cette aventure. Et bien là, on fait de la pleurote inoubliable. On en fait aussi des boîtes à champignons, donc là c'est le moment auto-promo avant Noël, ça tombe bien, pour que vous puissiez tous avoir des petites boîtes à champignons qui vont pousser, qui vont vous donner 300 à 400 grammes de champignons dans votre cuisine. Même à ceux qui n'ont pas la main verte, puisque le mycélium est en pleine plante, vous avez vos chances. Et on en fait aussi des fermes urbaines. Donc Pénélope me proposait déjà 8000 m² à Paris, j'accepte avec grand plaisir. Non, on est... pour un autre projet, je cherche depuis 3 jours. On est sur la production ultra intensive, je vais vous détailler nos ratios de production ensuite. Donc nous, on laisse les toits aux autres, et nous on se met tout au fond, là où personne ne sait quoi faire. Le vieux parking pourri, il suffit qu'il y ait une aération et un peu d'électricité, un peu d'eau, et on s'en débrouille. Donc ça, aujourd'hui on le fait principalement avec des acteurs de l'ESS, donc avec des gens comme Jardin de Cocagne, les Jardins du Cœur et des choses comme ça, où on essaie de leur apporter des compléments de revenus, notamment pour leur panier. Mais en fait, c'est pas tout. Parce que mon sac, donc ça c'est un sac de substrat, je vous présente Maxi Sac, il fait 21 litres, 12 kilos. Donc il va me faire des pleurotes pendant 2 mois. Il va me faire 2 kilos de pleurotes, à peu près, si je m'en occupe bien. Mais en fait, pendant 2 ans, il va me faire d'autres choses. C'est-à-dire que ce mycélium, donc le mycélium, c'est un peu la graine du champignon, ceux qui connaissent un peu la bio vont me tuer après ça, mais voilà, c'est la source du champignon qui est le fruit. Dans la nature, ce mycélium, il a une fonction essentielle, c'est la fonction d'ingérer un certain nombre d'éléments, et comme il a le mérite d'avoir son estomac à l'extérieur, en fait, il va prédigérer un certain nombre d'éléments pour les plantes. Donc il va générer du muscle. Jusqu'à 3 fois plus d'humus, voire 10 fois plus d'humus, 1 cm d'humus, c'est à peu près un siècle, là, on arrive à aller à des vitesses époustouflantes. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Nos amis de Topagé, notamment, et AgroParisTech, s'y sont intéressés pour l'agriculture urbaine. Et donc, on va mettre un certain nombre de déchets, donc des déchets verts, tout ce que vous voulez qui traîne dans le coin, et on va le donner à manger à notre brave mycélium, et il va recréer du sol pour l'agriculture urbaine. Et enfin, et là c'est peut-être plus étonnant, c'est que comme on lui a appris à manger du café, qui est un truc chimiquement un peu complexe, et après on va lui donner à manger des hydrocarbures. Et donc là, on a un projet sur lequel on a encore 6 ou 8 ans de R&D, pour que, après qu'on ait mangé des bonnes pleurotes, on aille leur mettre en terre pour qu'il aille dépolluer les sols pollués. Paul Stamets aux États-Unis a déjà pas mal avancé sur le sujet. Donc voilà, donc ça c'est notre cycle. Donc vous buvez votre café tranquille, nous on récupère le marc de café. Ce marc de café il est confié aux gars d'ASF à Bonneuil-sur-Marne, donc dans le 94, tout ça, ça va pas bien loin. Ils en font du substrat, ça dure à peu près 21 jours, ils mélangent tout ça et on met ça dans l'espèce de conteneur qui est une drôle de gueule que vous avez vu dans le début. On en fait des champignons et on a des partenaires maraîchers ou des partenaires agriculteurs urbains qui nous prennent ce substrat, et ainsi de suite. Donc on n'est pas tout à fait dans les volumes de fumier qu'on évoquait tout à l'heure, mais en tout cas on essaye d'être dans une relation intelligente avec eux. J'ai vu avant de venir ici qu'il y avait beaucoup d'agriculteurs urbains qui étaient présents ce soir. Si on a un message à passer, c'est qu'avant tout, en fait, quand on fait ces métiers-là, on fait un métier d'animateur d'écosystème. Et donc je voulais vous montrer un peu la gueule de notre écosystème parce qu'en fait c'est ça qui nous prend une grande majorité de notre temps. Donc d'abord, vous allez devoir animer un écosystème de brûleries. Alors nous c'est les professionnels du café. Et ensuite, rien que sur la partie fabrication, on est avec le groupe SOS, on est avec le groupe ARES, on est avec tout un tas d'acteurs associatifs dans le social. Notre logistique est faite par main forte. Si on parle juste de la partie consommation-restauration, on travaille avec Rungis, donc notre cave est situé sous le mine de Rungis. On travaille avec le Collège culinaire de France, avec Yannick Aleno, avec des grossistes. On confie toute notre production à des tiers qui eux-mêmes vont faire leur travail de logisticiens pour vendre ces produits. Sur la partie agro, on travaille avec nos amis du Liban et la Ville, avec le Bec et Loin, avec l'Association française d'agroforesterie. Enfin, c'est vraiment un travail incessant pour essayer de comprendre ce qui peut mieux marcher dans notre modèle et en quoi on peut rendre des services aux autres. On travaille avec la mairie de Paris, avec le comptoir d'innovation, et enfin on travaille avec beaucoup d'entreprises
qui nous confient leur mare et qui ont une démarche vraiment volontariste de l'administration pour dire moi je trouve ça stupide, et c'est vrai que c'est stupide que mon mare soit mélangé au DIB, donc soit incinéré. Le mare c'est 60% de flotte, donc vous brûlez quand même de l'eau, c'est un peu stupide. Et elles nous disent je vais demander à mon distributeur de DA de vous confier le mare de café. Tout ça c'est bien beau, c'est de la théorie, mais en pratique. Donc je m'engage et je vous fournis des chiffres précis sur ce qu'on fait et ce qu'on va faire en 2016. Donc Cédric se trompait un peu, ou en tout cas c'est quelque chose qui a été filmé il y a à peu près 6 mois. En réalité, en 2016, on prévoit de valoriser à peu près 1000 tonnes de marc de café. Donc il y en a 600 000 tonnes produites par an. Hein. On est à une échelle, on va dire à l'échelle de la France, on reste modeste, mais quand même à l'échelle de la région parisienne, ça commence à représenter quelque chose d'assez significatif. On a pour ambition de créer du travail pour à peu près 10 personnes en insertion. Donc aujourd'hui, on est à 5-6 personnes et on voit qu'à peu près tous les 2 mois, on a besoin, nos partenaires ont besoin d'intégrer une personne en plus. On a pour ambition de proposer 30 tonnes, donc 30 tonnes juste au marché francilien, et 30 tonnes surtout, vous parliez d'agriculture intensive, on est à plus de 100 tonnes de pleurote de mètre carré. Pour vous donner une idée, dans les productions les plus intensives en hydroponie, en tomates, le modèle le plus intensif, on est à 75 kg. Donc on est vraiment au-delà, on est dans l'hyper-intensif, dans l'écologiquement intensif. Et le tout, sans rien renier nos engagements initiaux, notamment le côté local, puisque 80% de nos fermes vont se faire à moins de 10 km, et aujourd'hui on est 95% en hyper-local, et ne pas faire plus de 2500 km par an. Voilà. Et pour finir, on a pour ambition de régénérer 100 hectares de sol. Principalement, on aimerait bien le faire au bois de Vincennes et sur tous les bois qui sont très très abîmés, où les sols sont très très abîmés autour de Paris. On a un truc super pour les aider. Pour finir, je voudrais dire que tout le monde peut participer à cette aventure, que vous soyez dans votre cuisine, que vous soyez dans votre jardin, que vous soyez sur votre lieu de travail ou que vous soyez agriculteur urbain. Je vous remercie. Merci beaucoup Grégoire. Alors ce qu'on peut dire aussi, c'est que vous valorisez des espaces qui sont habituellement pas forcément très valorisés, tout ce qui est sous-sol, etc. Votre projet peut s'installer dans ce type d'espace. Et d'ailleurs, ça me fait penser aux intervenants suivants, qui vont nous parler aussi de valorisation d'espaces délaissés. C'est peut-être aussi un peu ça, l'économie circulaire. Évidemment, on en fait quand on fait de l'agriculture urbaine, mais il y a aussi cette notion-là de revaloriser des territoires. Et donc, nous allons accueillir donc, Léo Tiburce, qui est chef de projet CASDAR, revitalisation agri-urbaine à la SAFER de l'Île-de-France. Alors, CASDAR, ça veut dire Compte d'affectation spéciale développement agricole et rural, et la SAFER, c'est la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural. Et juste après, nous aurons le plaisir d'accueillir Alexis Lefebvre, donc, qui est responsable du projet Les Fermes en Ville dans l'entreprise Les Jardins de Gali, et qui représente aussi l'association Le Vivant à la Ville. Bien, merci et bonsoir à tous. Donc, nous allons présenter ce soir une conférence qui s'intitule « Vers un nouveau métier de maraîcher urbain en valorisant des terrains délaissés à l'échelle de la métropole ». Donc, d'abord, quelques mots sur la SAFER. Donc, c'est la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural, comme vous venez de le présenter. Donc, c'est un opérateur foncier historique du milieu agricole, donc, qui porte une mission de service public d'aménagement du territoire rural et périurbain. Et donc, la SAFER poursuit 3 missions principales, notamment le développement de l'agriculture et l'installation de jeunes agriculteurs, la protection de l'environnement et des paysages, et également l'accompagnement au développement local. Donc les SAFER, c'est un opérateur qui a été créé suite dans les années 60 par une loi d'orientation agricole et qui couvre l'ensemble du territoire national. Donc simplement, peut-être pour préciser une particularité de l'Île-de-France, c'est que la SAFER Île-de-France est très positionnée sur l'accompagnement, on va dire, des territoires ruraux et périurbains. Donc, on voulait vous présenter, je vais faire en introduction une très rapide mise en contexte sur le contexte agricole francilien. Donc, tout d'abord, il s'agit effectivement, alors aujourd'hui, d'un grand territoire agricole. Il faut savoir qu'il y a donc près de 50% de la surface de la région qui est occupée par des terres agricoles. Et deuxièmement,
Il s'agit d'une agriculture qu'on appelle périurbaine. Alors on va voir qu'il y a un certain nombre de similitudes avec l'agriculture dite urbaine. Donc cette agriculture périurbaine dans la mesure où elle est sous influence directe de l'ère urbaine parisienne. Donc cette influence elle se traduit d'abord sur des problématiques de foncier, d'urbanisation, ça a été dit tout à l'heure. Elle se traduit également sur des problématiques économiques et sociales, avec des potentialités sur les circuits courts, on l'a vu encore également, et se traduit également par une cohabitation entre le monde agricole et la ville, qui quelquefois d'ailleurs peut être problématique. Et enfin, dans cet ensemble, je dirais que la ceinture verte maraîchère qui nous a d'ailleurs été présentée tout à l'heure, à l'heure d'aujourd'hui, elle est minoritaire et elle tend progressivement, si vous voulez, à disparaître de façon quelque peu inquiétante, donc pour cause de plusieurs facteurs, mais notamment cette pression urbaine dont on parlait, qui est majoritairement concentrée sur le pourtour de l'agglomération parisienne, là où sont situées la plupart des exploitations de maraîchage et d'arboriculture. Donc cette rapide mise en contexte pour vous souligner que presque en parallèle et en paradoxalement, j'ai envie de dire, on a une demande sociale et sociétale importante et qui s'exprime de trois façons différentes, à savoir, la première c'est un besoin de valoriser de nouvelles ressources foncières, et c'est la base de notre projet. On s'est dit comment valoriser de nouvelles ressources foncières à partir des espaces fonciers contraints, les délaissés en milieu urbain, les délaissés en milieu périurbain, dans ce contexte de forte pression urbaine. Le deuxième élément, donc, c'est le besoin de répondre à une forte demande, et ça a été dit tout à l'heure en introduction, on va dire de la société civile et des collectivités, une forte demande pour les circuits courts, les circuits de proximité, et donc on y élargirait même à dire pour un mode de vie plus résilient, donc qui se traduit par un cadre de vie, une alimentation plus saine, durable, et pour des activités économiques alternatives. Et donc ça traduit un troisième besoin, qui est celui notamment d'accompagner les collectivités et les décideurs politiques, qui du coup cherchent effectivement à développer ce type de projet d'agriculture périurbaine et urbaine. Donc, pour répondre à ces différents besoins que je viens d'exposer, c'est dans ce contexte-là qu'on a répondu à un appel à projet donc, du ministère de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt, et donc qui s'intitule Revitalisation agri-urbaine. Donc c'est un projet de recherche-développement, et la SAFER Île-de-France a mis autour de la table un certain nombre de partenaires donc, de la recherche, l'INRA, AgroParisTech, nos partenaires du Vivant et la Ville, donc, qui développent un démonstrateur d'agroécologie urbaine qu'ils vont vous présenter tout à l'heure. Et également, je pense que c'est intéressant, on a mis les lycées agricoles autour de la table, donc les lycées agricoles qui dispensent les formations qui donnent la capacité agricole. C'est le brevet professionnel responsable d'exploitation agricole, par exemple. Donc nous avons mis les lycées agricoles autour de la table pour travailler sur cette question d'agriculture urbaine. Et donc nos objectifs, grosso modo, c'est de requalifier des espaces fonciers délaissés, de définir des nouveaux modèles de développement de ces activités et de faire des scénarios d'aménagement des sites. Et c'est bien, in fine, d'installer des porteurs de projets. Et donc pour ce faire, pour installer des porteurs de projets, on s'est dit qu'il faut qu'on prospecte au niveau de la région, sur du foncier, quel serait le foncier qui pourrait accueillir ces activités, sachant qu'effectivement, on veut essaimer ce concept d'agriculture urbaine de façon plurielle. Donc, comme je le disais, la SAFER Île-de-France, en tant qu'opérateur foncier, s'est posé cette question, quels sont les sites au niveau de la région Île-de-France qui pourraient potentiellement accueillir de nouvelles formes d'activités urbaines? Et donc, on a créé un système d'information géographique en croisant des différentes données, notamment l'occupation du sol, le coût du foncier, les superficies des terrains, les degrés de pollution des différents sols, leur situation, l'accessibilité, les réseaux, etc. Donc, on a croisé ça sur toute la région Île-de-France, hors Paris, parce qu'effectivement, il y a un travail spécifique aussi effectué sur Paris par notamment la mairie. Et donc, on est arrivé à une première cartographie avec 670 hectares d'espaces vacants qui nous semblait pertinent à mobiliser pour installer éventuellement donc, des activités d'agriculture urbaine. Alors j'insiste bien sur le fait qu'il s'agissait à ce stade d'une donnée théorique, parce que donc c'était issu d'un croisement cartographique, de photo-interprétation, etc. Mais quand même, ça nous a paru important. Donc on a cherché à préciser les choses donc pour voir parmi ces espaces lesquels seraient les plus stratégiques. Et donc, si vous voulez, on a engagé un important travail avec les collectivités locales. On a contacté plus d'une centaine de communes qui disposaient de ces espaces dont je vous parlais à l'instant. Et donc, il faut savoir qu'il y a près d'une quarantaine de communes qui ont répondu présent. Donc là, il faut voir l'engouement des collectivités sur ce type de dossier. Au final, là, on est actuellement à peu près à une dizaine de sites au niveau régional qui pourraient accueillir des projets potentiels.
Et donc ça représente une surface, à l'heure où je vous parle, de 62 hectares. Donc, bien sûr, 62 hectares, ça paraît peu au regard des 570 000 hectares de surface agricole que compte la région, mais en zone urbaine et périurbaine, c'est important. Et comme je le disais, j'insiste sur quand même l'engouement des collectivités pour répondre présent, à essayer de creuser un petit peu sur ces sites potentiellement disponibles pour de l'agriculture urbaine. Donc je vais rentrer un petit peu plus dans le détail sur notre démarche pour vous présenter tout ça. Donc on souhaite vous porter à connaissance aujourd'hui quelques exemples de sites qu'on a pu identifier, mais surtout vous montrer comment on s'interroge, si vous voulez, sur les enjeux territoriaux de ces premiers sites. Il s'agit de les contextualiser et de contextualiser justement ce potentiel qui pourrait être lié à l'agriculture urbaine. Et c'est là qu'on travaille vraiment en partenariat étroit, et là on voit des visites du démonstrateur de Gali, enfin des fermes en ville, et on voit qu'on travaille vraiment en partenariat étroit avec eux, parce qu'effectivement il a fallu qu'on pose un certain nombre d'hypothèses de travail sur les superficies, sur les types de production, etc. Donc très concrètement, par exemple, je vous montre ici un site qu'on a pu identifier, donc qui est situé en bordure du canal de l'Ourcq, qui fait quand même une superficie importante parce qu'il fait 4 hectares. C'est un site pollué, enfin un ancien passé industriel, il est complètement imperméabilisé, et la collectivité ne sait pas quoi faire de ce site-là parce qu'il est pour partie situé en périmètre de protection des risques. Donc un projet d'agriculture urbaine la motiverait réellement, et donc on a essayé de détailler une approche sensible, là, comme vous le voyez sur le radar en bas, et selon nous, voilà, ce type de site-là, il y a une approche qui est liée au foncier, à savoir est-ce que le foncier a une superficie assez importante, une emprise assez importante. Il y a la question du coût du foncier, pour pas que ça fasse concurrence à d'éventuels projets de logement ou autres. Il y a le volet fonctionnel qui est très important, c'est-à-dire savoir si les sites peuvent recevoir de l'équipement en eau, si les sites ont une bonne desserte, des réseaux, etc. Et voire même au niveau paysager, on a une bonne intégration paysagère. Il y a le volet politique, je le soulignais, donc là c'est un site qui politiquement est soutenu. Il nous semble déterminant ce volet politique. Et enfin il y a le volet commercial. Donc là ce volet commercial, on considère à la fois les potentiels sur les circuits courts et de proximité, mais aussi, comme c'était dit tout à l'heure, le potentiel lié au service et à cet écosystème que peut apporter plus largement l'agriculture urbaine. Donc on propose des scénarisations, là voilà, qui proposent par exemple une ferme maraîchère hors sol, avec des jardins familiaux hors sol, de l'éco-pâturage urbain, etc., etc. Donc on essaie de proposer des scénarisations aux collectivités locales. Très rapidement, vous avez compris le principe, par exemple un deuxième site, mais qui est plus petit, donc il va faire 2 hectares, et on est sur une propriété communale, pareil, on est sur un site pollué, donc une pollution industrielle lourde, et donc des difficultés de reconversion, ça coûte très cher, et en plus on est en zone inondable, donc c'est très compliqué pour la collectivité de reconvertir ce type de site. Donc là, on engage un travail avec la collectivité pour proposer d'éventuels projets de maraîchage professionnel, liés avec du jardinage, etc. Donc quelques mots pour dire les sites qu'on a pu identifier. Les grandes caractéristiques, c'est souvent au niveau de la région Île-de-France, des sites qui sont pollués, qui ont un bassin industriel, qui sont imperméabilisés, ou alors qui ont des contraintes urbanistiques qui sont particulières, à savoir des servitudes liées à des zones inondables ou autres. Et il y a également des projets, d'emprise, de projets d'aménagement qui ne se sont jamais faits ou qui vont peut-être se faire, et qui font qu'on a des sites qui sont bloqués et donc qui pourraient être utilisés et utiles pour développer de nouvelles ressources en agriculture urbaine. Donc aujourd'hui, l'intérêt, je pense, de cette démarche du projet de recherche-développement, c'est d'essayer de travailler sur un modèle générique transposable de plusieurs types d'activités agricoles urbaines, sachant qu'elle est multiple, comme on l'a dit, et là Alexis vous fera la présentation du démonstrateur. Amorcer un volet réception sociale et sociétale des projets, ça c'est important, c'est-à-dire c'est travailler avec les élus, les collectivités, mais aussi avec les riverains d'éventuels projets. Étudier, là c'est une question importante, les conditions juridiques et techniques de la création d'entreprises agricoles en milieu urbain, parce qu'effectivement on se rend compte qu'on est sur des types d'activités agricoles spécifiques et que le droit rural que nous connaissons, avec lequel nous travaillons à la SAFER, n'est pas forcément adapté pour appréhender au mieux l'agriculture urbaine. Et la définition d'un nouveau métier agricole avec une nouvelle filière métier, donc avec les centres de formation professionnelle agricole. Et donc notre objectif, il est bien d'identifier dans un second temps les gisements de porteurs de projets. Donc simplement pour finir, pour aller plus loin, on va étudier aussi là 2 choses dans la suite, c'est les installations mobiles dans l'espace et dans le temps, parce qu'il y a de nombreux projets d'aménagement qui vont mettre 10-15 ans à se faire, et on se dit que ce foncier qui est mobilisé, il pourrait servir à d'autres activités. L'idée c'est de rapprocher bien sûr les opportunités foncières et les porteurs de projets, donc avec les opportunités foncières qu'on a commencé à identifier.
et ouvrir des formations dédiées, notamment avec les lycées agricoles et des pépinières d'incubation. Et dans les profils d'agriculteurs urbains, il y a à la fois, on se dit, le volet un peu conception de site, qui est vraiment qui est important, le volet urbanisme, etc., mais il y a aussi le volet production, et donc qu'il ne s'agit pas de perdre. C'est pour ça que les lycées agricoles s'impliquent sur le dossier. Donc pour conclure sur le sujet, moi je dirais que cette agriculture urbaine, elle doit pouvoir rentrer en connexion avec l'agriculture périurbaine qu'on a décrit tout à l'heure. Elles doivent tous les deux pouvoir participer d'une dynamique donc de revitalisation de la ceinture maraîchère, et donc à la fois de faire prendre conscience aux citoyens et aux élus, et à la société civile, de l'importance de regarder aussi cette terre agricole francilienne. Deuxièmement, de créer aussi des liens fonctionnels, économiques et sociaux avec l'agriculture, entre l'agriculture urbaine et l'agriculture francilienne. Donc concrètement, il s'agit bien de préserver et dynamiser l'existant et de consolider de nouveaux espaces productifs. Je vous remercie. Bonsoir à tous. Merci Léo pour cette présentation qui nous montre à quel point la friche, cette prospection nous montre à quel point la friche est un enjeu déterminant à l'échelle de la métropole. Et voilà, la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'on va pouvoir aménager la ville durable sans composer avec cette friche. Je vais vous présenter ici un exemple qu'on a mené pendant 2 ans, qu'on mène encore, mais on est passé en 22 mois d'un état de friche délaissé, qui était une ancienne décharge de classe 3, à une ferme, ou du moins un complexe agro-urbain, parce que vous allez voir, il y a à la fois de l'agriculture, une nouvelle forme d'agriculture, et également des services rendus pour les urbains, des services agricoles. Voilà, donc ça a été un travail qui a été mené sur 22 mois. On a mené ça de manière collective, porté par une grave entreprise qui s'appelle Le Vivant la Ville, à la fois des PME, des TPE, des grands groupes, donc c'est vraiment mené de manière innovante, et ensemble on a co-créé le projet, donc les fermes en ville. On a commencé, donc petit focus juste au niveau territorial, donc on est situé sur le territoire de la plaine de Versailles, donc vous avez en bas là, le bout du parc du château de Versailles, et sur la gauche, tout en haut à gauche, la plaine de Versailles, qui est 2500 hectares qui sont sanctuarisés plaine agricole. Entre les deux territoires, donc le château d'une part et la plaine d'autre part, un territoire qui s'appelle le triangle des infrastructures, qui est laissé un peu à l'abandon. Et au milieu de ça, donc, cette ancienne décharge de classe 3 qu'on se réapproprie. Tout ce territoire est en mutation. Il y a des projets qui ont de plus grande envergure, qui consisteraient à remailler l'axe du château de Versailles avec sa plaine. Et donc les fermes en ville, qui vient d'être développées, est un premier maillon de reconquête de ce territoire. Quand on est arrivé en 2012, voilà, petit rappel avant que je vous parle de ce qu'on a fait, voilà à quoi ça ressemblait le site. En fait, le site, c'est une ancienne décharge de terre, donc ça a été exploité. Il y avait un terrassier qui gérait l'endroit et qui accueillait de la terre, donc il y avait des tombereaux qui venaient décharger de la terre, pas de la terre végétale, mais de la terre de remblai. Et donc pendant 20 ans, des années 70 jusqu'aux années 92, le terrain est monté de plus 10. On est parti d'une plaine agricole traditionnelle et on a fait plus 10, on a chargé de la terre. Le terrassier s'était engagé à remettre le terrain en culture, il ne l'a jamais fait. Et donc le terrain s'est enfriché, et c'est l'histoire de friche qu'il y a partout sur le territoire francilien. Là, ce que vous voyez en 92, tous les traits dans tous les sens, c'est les motocross qui s'emparent de l'endroit, parce que le terrain étant vallonné, se prête particulièrement bien à ce genre d'activité. Quand on arrive, ça ressemble en fait à ça, parce que des années 96 jusqu'aux années 2012, le site était devenu une décharge sauvage. Donc les gens venaient baigner leur voiture, venaient baigner leur maison, faire de la motocross, etc. Donc il y avait vraiment des usages sauvages illicites d'un tel endroit. Donc on a commencé par le nettoyer, on a commencé ensuite par défricher, et on est tombé sur un site avec des creux et des bosses dans tous les sens. Là où on pensait pouvoir redévelopper de l'agriculture directement in situ, ça n'a pas été possible, et donc il y a une étape supplémentaire qui s'est imposée à nous. Et c'est cette étape-là, on a eu la chance, et ça a vraiment un sens par rapport à la métropole, de travailler avec un chantier voisin à 500 mètres, une station d'épuration qui se modernise et qui évacue de la terre, parce qu'ils enfouissent leur cube de traitement. Donc c'est des milliers de mètres cubes qui doivent sortir de ce chantier. Au lieu de mettre des camions sur la route et de refaire 20 km pour stocker ailleurs cette terre du sous-sol, qui est d'ailleurs saine, on a proposé, et on s'est entendu, par un système de troc, d'accueillir une partie et d'épandre sur cette ancienne décharge 1 mètre moyen
Donc ce mettre moyen, pour le chantier voisin, c'est une économie importante, et pour nous, ça nous permet un aménagement et de réaplanir pour ensuite développer un projet agricole. Cette terre qu'on apporte, vous pouvez nous dire, mais pourquoi est-ce que vous ne développez pas de l'agriculture directement dedans, finalement? Cette terre, c'est une terre qui est marneuse, quand il pleut, elle est très mouillée, très argileuse, en fait. Et donc, en fait, il y a un processus de reconquête du sol, et on peut recréer un sol à partir d'une terre comme ça, mais ça prend du temps. Et donc, ça va se faire en parallèle. Mais donc, le projet agricole tel qu'on le développe en ce moment, c'est un projet hors sol, et ça permet d'aller plus vite et de raconter une histoire économique en parallèle de la régénération de la fertilité de ce sol. On refait cette plateforme, on fait une plateforme et on la pense pour faire de l'économie circulaire. C'est-à-dire que vous avez en noir en dessous le terrain naturel accidenté tel que je vous le décrivais. Par-dessus ça, la couche d'1 mètre de marne rapportée, qu'on a façonné en toit inversé. Donc le point le plus bas du site se situe au milieu. On récupère cette terre argileuse, l'eau ne s'infiltre plus, l'eau ruisselle en surface, l'eau est récupérée par un drain au milieu, stockée dans un bassin, on pompe dans ce bassin et on s'en sert pour irriguer les cultures. Donc le design même de la ferme est pensé pour être économe en ressources, et là, en l'occurrence, la ressource en eau. D'autres formes d'économie circulaire, je passe les détails, mais on utilise aussi des substrats de culture, qui sont des déchets verts faits par la ville de Versailles. Ces déchets verts sont récupérés, ils sont broyés, ils sont compostés, et on récupère ce compost de déchets verts et on s'en sert pour cultiver nos tomates. Donc là aussi, c'est l'histoire d'un déchet urbain. C'est des belles histoires, comme ce que Upcycle vous racontait tout à l'heure, d'un déchet urbain qui devient une ressource pour le maillon suivant. Une fois que l'infrastructure est créée, à partir de là, on peut commencer à parler du projet. Et donc le projet, qu'est-ce que c'est? Vous avez 3,5 hectares, donc à l'échelle de la métropole, c'est pas forcément très grand. À l'échelle de Paris Intramuros, c'est quand même des surfaces qui sont importantes. 3,5 hectares qui sont divisés en 3 pôles. C'est un projet qui est multifonctionnel et on est convaincu que l'agriculture urbaine sera viable demain par ces formes de multifonctionnalité. Vous avez une première partie qui est la plus grosse partie sur la gauche, qui est une partie de production agricole faite par un professionnel, un maraîcher qui cultive, on verra des images tout à l'heure, de manière pro, et on sort à peu près 20 tonnes de production par an. La partie en haut, c'est des jardins familiaux qui sont mis à disposition des particuliers, on y reviendra tout à l'heure. Et la partie en bas à droite, c'est toute une zone pédagogique sur la thématique du hors-sol, on y reviendra tout à l'heure aussi. Il y a plein de formes d'agriculture urbaine qui existent. Ici, c'est 3 formes différentes, mis bout à bout. Elles peuvent exister en complémentarité, et on pense que ça a encore plus de sens. Elles peuvent exister indépendamment. Vous voyez bien qu'une partie professionnelle, par contre, nécessite beaucoup d'espace, là où une partie de pédagogie en nécessitera moins. Vous avez le loisir vert peut s'installer sur tout type d'espace délaissé, allant de 100 m² à 3000 m², à 1 hectare, 2 hectares, etc. Dès qu'on parle de production, le maillage avec le territoire francilien est vraiment nécessaire, parce que vous installez un acteur économique qui vit de la terre, et donc il a besoin de plus de place pour trouver un équilibre et pour pouvoir se verser un salaire à ses salariés, etc. Voilà à quoi ressemble l'espace de production. Donc c'est des partis pris vraiment extensifs en termes de... C'est vraiment low-tech d'un point de vue hors-sol. C'est hors-sol, certes, mais c'est low-tech. C'est-à-dire que ce n'est pas une serre, c'est vraiment un filet de culture, ça protège juste des intempéries, mais ça augmente quand même la température. Il y a un effet de serre dans un filet, mais c'est en extérieur quand même. Vous avez des gouttières, ça c'est des fraises par exemple qui sont cultivées sur gouttière. Donc les gouttières, c'est à peu près à cette hauteur-là, et dessus vous avez des sacs qui sont des sacs remplis de compost, et dans ce compost on plante les fraises, donc c'est beaucoup, vous pouvez imaginer à quel point c'est plus pratique pour les cueilleurs de cueillir là-dessus. Ça permet de récupérer toutes les eaux de drainage et de s'en servir et de boucler la boucle, de ne pas rejeter de l'eau dans l'environnement. Voilà, donc c'est astucieux, c'est utilisé dans beaucoup d'exploitations maraîchères françaises. En Dordogne, on pense que les fraises viennent de la pleine terre. La plupart des exploitations en Dordogne de fraises, les gens utilisent ce type d'infrastructure sur gouttière. Premier pilier donc, de la production, 20 tonnes, des fraises, des framboises, des tomates cerises, un parti pris de choisir des produits qui sont gourmands, qui ont une bonne valeur ajoutée, qu'on va pouvoir vendre en circuit court à la ville. C'est vraiment l'idée, c'est de vendre à moins de 3 km, ce qui est fait. 80% des produits ici sont vendus à moins de 3 km. Ensuite, on travaille aussi avec des chefs parisiens, Yannick Aleno, etc. Pour l'image, il y a vraiment une forme de fierté pour les 5 personnes qui travaillent sur ce site, de se dire que ça approvisionne des très belles tables parisiennes. Le deuxième pilier, c'est ça, c'est un loisir vert, c'est des jardins familiaux. Eux aussi sont hors sol, vous voyez, c'est des jardinières qui sont recréées.
vous avez 40 cm de substrat, et ensuite, les gens viennent cultiver. Les gens disposent de 50 mètres carrés, et sur ces 50 mètres carrés-là, ils font ce qu'ils veulent. Ils louent ça 50 € par mois, et ils viennent le week-end, ils viennent en semaine, quand ils le souhaitent. Donc c'est plus cher que les jardins familiaux traditionnels, mais vous avez un niveau de service qui justifie ce prix. Les gens disposent d'une irrigation automatique, les gens ont des cours, les gens, voilà, il y a un certain nombre de services qui justifient ce tarif. On en a développé 40, les 40 sont loués et ça cartonne. Il y a vraiment un déficit assez important en Ile-de-France. Juste un petit exemple, sur la plaine de Versailles, il y a 5 ans de liste d'attente sur les jardins familiaux traditionnels. Voilà. Deuxième pilier, troisième pilier, c'est toute cette zone pédagogique sur la thématique du hors-sol. On est convaincu que le hors-sol a des vertus et on veut en faire la démonstration. Le hors-sol, c'est fait depuis la nuit des temps dans plein de territoires différents. C'était évoqué de manière lumineuse tout à l'heure par notre historien. Les maraîchers parisiens au XIXe siècle cultivaient en couches, sur des couches mélangeant voilà, du sol reconstitué. En fait, ils pratiquaient déjà le hors-sol. Le potager du roi, c'est un ancien marais, c'est également du hors-sol. Il y a énormément d'exemples d'agriculture hors-sol. On associe le hors-sol aujourd'hui dans la société française à une agriculture qui pollue parce qu'on pense aux serres hollandaises où c'est bourré d'intrants, c'est des tomates qui n'ont pas de goût, etc. C'est pas forcément lié à la technique de culture, c'est plus lié à la manière de faire et à la pratique que l'agriculteur va faire. Voilà, donc on est convaincu et on fait la démonstration sur cet espace-là en comparant en fait 20 techniques hors-sol différentes, commençant par des choses très low-tech. Vous prenez un ballot de paille, vous le faites composter, il y a un sol qui se reconstitue au sein de ce ballot et ensuite vous pouvez directement planter. Ça c'est vraiment l'enfance du hors-sol. Et vous faites un parcours, on joue ensuite sur différents substrats, on a des substrats qui sont issus de déchets urbains, etc. etc. Et à la fin vous aboutissez à des techniques plus modernes, comme ce que vous avez sur la photo ici, qui sont des techniques d'hydroponie, où bah, cette fois-ci, en effet, on n'a plus de sol, les racines sont directement dans l'eau et elles puisent leurs éléments nutritifs dans la solution. Voilà, donc on compare tout ça, on est accompagné par l'INRA, par AgroParisTech sur ces sujets-là, pour, sur un même lieu, pouvoir comparer de manière scientifique et agronomique les croissances. Voilà, j'ai fini de présenter le projet. On est convaincu que la disponibilité foncière existe à l'échelle de la métropole francilienne. On est convaincu qu'il y a beaucoup d'acteurs qui veulent s'installer, penser des nouveaux systèmes, etc. Il va falloir trouver des moyens de financer ces projets pour être juste au petit équilibre, c'est-à-dire que l'acteur économique ne perd pas de l'argent. Voilà. Donc il y a peut-être des montages malins à trouver, d'un portage commun entre des publics qui portent une partie de l'investissement et ensuite le fonctionnement se trouve à l'équilibre économique. Juste pour conclure, ce modèle, le modèle que je viens de vous présenter, c'est un modèle qui est quand même assez généreux en termes de surface, 3,5 hectares. On réfléchit sur d'autres types de modèles. Alors ça, c'est un projet qui ne verra pas le jour, mais c'est quelque chose qu'on avait pensé dans le cadre de Réinventer Paris. Donc c'est un petit complexe agricole, urbain, à l'échelle de la ville. Et donc on retrouve une serre le long d'une voie ferrée, et au milieu, un espace cultivé à l'extérieur. Et on retrouvait autour des habitations, on retrouvait donc des bureaux, etc., etc. Voilà le type de vue que ça pourrait représenter. Voilà, c'est d'autres types de modèles. Ce type d'outil, ça peut aussi servir de symbole pour mailler le périurbain avec l'urbain. C'était évoqué tout à l'heure aussi. Il ne faut surtout pas qu'on ait des outils périurbains qui partent et qui périclitent, et en subventionnant des outils urbains, ça n'a pas de sens. Il faut qu'on arrive à trouver plutôt peut-être des relais de vente. Un outil comme une ferme urbaine comme ça à l'intérieur de Paris peut servir d'AMAP en fait, où du coup ça justifie vraiment, on vient chercher des produits, on les voit pousser, etc. Et que ce soit des formes de portes d'entrée à l'échelle de Paris pour irriguer ensuite les maraîchers franciliens. Voilà, c'est des idées, il y en a plein d'autres, on peut en discuter. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup Alexis et merci également à Léo. Vous nous avez montré tous les deux comment vous préparez l'avenir de l'agriculture urbaine et de l'économie circulaire à l'échelle du Grand Paris, à la fois grâce à la remise au goût du jour de techniques et puis à la création de territoires pour ces futurs porteurs de projets. Et nous allons maintenant accueillir Anne Pétillot, qui est donc directrice de la stratégie territoriale de l'établissement public d'aménagement Orly-Rungis Seine-Amont, et qui va nous dire comment
elle aussi, comment vous préparez l'avenir de l'agriculture urbaine sur le territoire de la plaine de Montjean. Merci, bonsoir à tous. Vous devez de toute façon arriver à une certaine... Vous avez eu énormément d'informations, alors je vais essayer d'abord d'être rapide pour vous présenter la plaine, et puis peut-être, comme je passe la dernière, de m'appuyer aussi sur tout ce qui vous a été dit ce soir pour vous montrer qu'au fond, de plus en plus, on peut prendre des sujets de manière différente, mais on arrive tous à un résultat qui est assez conjoint dans cette façon de penser circulaire. Donc la plaine de Montjean, c'est un espace qui est donc à côté de la ville de Rungis, juste au nord de l'aéroport d'Orly, pris entre le marché d'intérêt national, donc nord, et la plateforme aéroportuaire au sud. On peut peut-être mettre tout de suite la carte. C'est à 12 km de Paris, ça peut paraître loin pour vos préoccupations. En réalité, si on voit la photo suivante, on va s'apercevoir que d'abord c'est tout près. On voit Paris, la tour Montparnasse, le quartier de la Défense tout à fait à l'ouest, le 13e arrondissement devant. Enfin voilà, c'est extrêmement proche. Et une des premières questions, c'est cette solidarité métropolitaine, parce que ce qu'on voit aujourd'hui sur cette photo, c'est que même si Rungis, le village qui est au premier plan, est beaucoup moins dense, en fait, il est pris dans cette question de la densification, du logement et de la qualité de vie de l'ensemble des habitants de la métropole. Et cet espace de la plaine de Montjean, c'est ce que vous voyez juste devant, donc qui est vide, qui aujourd'hui est un espace céréalier. Alors j'emploie exprès le mot de vide, je reviendrai dessus. Et puis sur la partie gauche de la photo, on voit le centre de production horticole et effectivement les pépinières de la ville de Paris qui occupent une place très importante dans la constitution même de ce projet, et je vais vous dire pourquoi. En fait, j'appartiens donc à un établissement public d'aménagement, et les fonctions premières d'un établissement public d'aménagement aujourd'hui sur ce site, c'était d'abord de contribuer à l'effort de construction de logements pour la métropole, et puis de réussir à maintenir une activité économique, donc des emplois. Et donc vous imaginez bien que cet espace vide était considéré comme un espace pouvant être urbanisé, et c'est comme ça que le projet a été tout d'abord porté. Et quand je suis arrivée à l'établissement public en 2010, il y avait dans les cartons des études pour bâtir l'ensemble de la plaine, et puis évidemment et heureusement un mouvement local qui s'est fait jour, d'abord de la part de la ville de Paris, de ne pas accepter qu'on densifie sur ces pépinières, et puis même des habitants et des riverains de dire que c'était pas possible, on ne pouvait pas leur supprimer cet espace-là. Et donc le projet a démarré d'abord par comment est-ce qu'on arrive à reprendre les travaux, à la fois contribuer à l'effort de logement et en même temps garder de l'agriculture. Et puis on est très vite arrivé au fait que pour ce faire il fallait quand même qu'on échange, qu'on débatte. Et donc on a mis en place toute une série d'ateliers locaux avec les associations qui avaient été particulièrement présentes sur le terrain pour défendre cette idée de l'agriculture, pour voir en fait avec l'ensemble des partenaires comment on pouvait construire, quelles étaient les attentes, les demandes, les besoins. Et assez vite on est arrivé à cette question du maraîchage de proximité, du circuit court, une demande d'avoir effectivement une production locale qui puisse servir. De fil en aiguille, en se rapprochant de la ville de Paris, on a vu qu'il y avait un savoir-faire extraordinaire dans les équipes. Il y avait la ville, elle a cette chance d'être très en avance du point de vue de l'expérimentation d'un certain nombre de sujets. Et donc la culture sans intrants, c'était déjà fait par la ville. Enfin, il y avait énormément de choses qui se passaient. Et qu'en fait, si on voulait penser un projet, d'abord il fallait le penser avec tout le monde, et ensuite il fallait essayer de le comprendre. Alors si on regarde la planche suivante, ce qui a été fait au début, ça a été fait plutôt par un système, j'allais dire, zoné. C'est-à-dire on a essayé de définir les angles d'attaque, où est-ce qu'on pouvait mettre du logement, qu'est-ce qu'il fallait qu'on protège. Donc c'était un peu pied contre pied, façade contre façade. Et puis en fait, on a eu la chance, c'est la planche suivante, d'avoir un bureau d'études, un groupement qui nous a beaucoup aidé, qui est le groupement qui s'est réuni autour d'une jeune architecte qui s'appelle Claire Shorter, avec l'atelier jour paysagiste, un bureau d'études environnement, un hydrogéologue, qui nous a proposé en fait tout de suite, qui a retourné la problématique en disant mais travailler cette question de la ville et de l'agriculture, c'est pas la question de savoir où les fonctions vont se poser, c'est la question de savoir comment tout ça, ça peut vivre ensemble et comment effectivement, et c'est toujours le même sujet, les uns peuvent servir aux autres et comment on peut concevoir ensemble cette ville-là. Et du coup, la question était plus de savoir où est-ce qu'on fait du logement, où est-ce qu'on garde de l'agriculture, mais est-ce qu'on était capable de créer un quartier qui alliait les deux, qui permettait effectivement d'avoir une approche intégrée de l'agriculture, mais il faut des gens qui le veulent, parce que plus on a avancé, plus on a vu que l'agriculture, c'était aussi des contraintes. Les serres, c'est des tunnels qui peuvent faire 6 mètres de haut en plastique, parce que tout le monde n'a pas la possibilité de se payer des serres en verre.
Donc comment on le prend sous les façades? S'il y a de la motorisation, il y a des nuisances. Si on veut avoir un système intégré en élevage, mais bon, voilà, il y a des tas de choses, mais est-ce que les gens sont prêts à accepter un certain nombre de choses sous leurs fenêtres, hein, Et donc, comment on travaille ce projet en pensant à la fois la question de la construction urbaine et la question du projet agricole, et comment, et là je m'appuie effectivement aussi sur cette expérience extraordinaire qu'ont menée les Hervé Gruyé au Bec et Loin, comment on fait en sorte de faire en sorte que la lisière, c'est-à-dire la frontière ou la limite entre les deux espaces, soit aussi un lieu d'enrichissement mutuel et pas une frontière entre des façons de travailler. Et donc, à partir de là, ils étaient partis sur ce que vous voyez, le grand cercle rouge. L'idée était de dire d'abord, il faut un grand chemin, c'est-à-dire qu'il faut que cette plaine, et c'était la première demande des habitants, elle puisse être accessible à tous. Aujourd'hui, c'est une plaine céréalière. En fait, il y a 2 voies qui la traversent, il n'y a même pas un trottoir, et mettre un trottoir au milieu d'une plaine agricole, ça paraît aberrant. Comment est-ce qu'on fait pour que chacun s'y retrouve? Donc, comment on crée des systèmes de cheminement, de promenade? Et puis, à partir du moment où on met des exploitations agricoles, comment on en fait aussi des lieux, j'allais dire, de collaboration et de travail collectif? Et donc, ces fermes, il faut qu'elles aient une fonction, une autre fonction que la ferme. Bon, elles ne peuvent pas toutes être pédagogiques, mais elles peuvent être effectivement d'insertion, c'est ce qu'on a vu. Elles peuvent accueillir d'autres activités. Est-ce qu'il y a moyen de créer des choses qui permettent de faire des lieux pour les écoles? Est-ce qu'il y a des lieux qui permettent aussi d'héberger des jeunes agriculteurs qui peuvent développer leur activité? Et comment tout ça, ça peut servir finalement de laboratoire pour un terrain beaucoup plus large que simplement la plaine de Montjean. Donc si je passe, donc on avait des questions d'eau, c'est pas parce qu'on a du vrai sol qu'on a du bon sol, et donc on a le même problème à Rungis qu'à d'autres endroits. On est au bord d'un plateau calcaire, donc on n'a pas de terre. Donc la première chose à faire, c'est de reconstituer un sol. Et du coup, le travail sur l'humus est drôlement intéressant parce qu'on ne sait pas cultiver si on n'a pas ce sol à reconstituer. Donc on voit bien qu'aujourd'hui, on a une vraie question de la qualité des sols, je peux dire partout dans l'agglomération dense. Comment on a de l'eau, parce que le maraîchage, c'est a priori beaucoup d'eau, mais du coup, là aussi, la permaculture nous a beaucoup aidé, parce que le mode de culture intensive permet d'essayer de trouver des systèmes tout à fait vertueux pour récupérer de l'eau par certaines plantes et la redonner à d'autres. On revient effectivement à ce qui se faisait au 19e, où en fait on cultive plusieurs plantes au même endroit pour qu'elles arrivent à s'alimenter les unes les autres, à se protéger les unes les autres. Donc en fait tout ça, ça nous a amené à penser tout le système de Montjean comme un écosystème permaculturel, pour faire simple, entre les différentes actions, y compris en gardant un vallon ouvert et en trouvant des espaces maraîchers à la taille d'activités qui seraient effectivement économiquement viables. Parce que c'est aussi une vraie question, c'est qu'il faut trouver non seulement celui qui va à un moment donné pouvoir cultiver, mais le circuit, la filière dans laquelle il va s'inscrire pour que son activité productive et économique trouve effectivement des finalités qui lui permettent de vivre sur la durée sans être dans un système d'équipement public, par exemple. Donc tout ça, ça se conçoit à cette échelle-là. Je vais passer rapidement sur la suite. Donc ça, c'est pour vous montrer le quartier que j'aurais pu montrer avant. Donc c'est ce système de conception des allées-prairies, enfin de la façon dont les choses se tissent entre des parties urbaines, où le parti qui a été pris, c'est finalement de mettre le minéral au milieu de l'îlot, et la partie naturelle sur les bords de l'îlot. C'est un renversement total de la façon de penser l'urbanisme. Donc ça nous interroge, y compris dans nos pratiques urbaines, pour arriver à créer tout ça. Comment on utilise aussi les milieux, en particulier forestiers, pour recréer de l'ombre et contribuer effectivement à l'effet énergie positive sur les façades. Donc l'idée, c'est toujours pareil, c'est comment une même action peut servir à de nombreuses fonctions et pas seulement à une seule. Et puis pour finir, voilà, donc ça c'est l'exemple de la ferme du Bec et Loin, que je vous invite à regarder tous de près parce que c'est vraiment très intéressant sur la façon dont en fait, la conception même de cet espace s'est faite avec cette notion très 19e, parce qu'ils se sont beaucoup inspirés de ces modèles. Et puis pour finir, je voulais juste vous montrer, donc ça, je passe sur la lisière, parce qu'il y aura aussi des jardins, sur effectivement, c'est toujours ce même principe, comment on peut apporter de la matière. Donc on retrouve exactement le point de départ du 19e, comment on peut apporter de la matière, comment on peut utiliser des déchets, comment on peut utiliser l'eau de ruissellement, enfin, comment tout ça fabrique un écosystème global. Merci.
Merci beaucoup, Anne. Nous allons maintenant passer aux questions du public. Alors déjà, je constate que nous avons un peu dépassé l'horaire et pourtant, nous avons réussi à garder la quasi-totalité de la salle. Et donc, c'est à vous. Alors, des personnes vont passer avec des micros dans les allées. Et puis voilà, je vous demanderai de vous présenter et de poser vos questions. C'est à vous. Bonjour, Sébastien, étudiant en urbanisme. J'avais une question pour Madame Comites. Par rapport aux projets qui vous sont proposés lorsque vous avez fait l'appel, je me demandais quel était le profil des personnes qui vous proposaient le projet, quel était leur profil social, etc. Merci. J'ai parlé d'un appel à projet qui allait se faire. Ah, j'avais compris que vous avez reçu des propositions déjà. Non, sur l'agriculture urbaine, j'ai dit qu'on était en train de travailler sur un appel à projet pour la fin de l'année, enfin j'espère novembre-décembre, où je veux, à partir du travail qu'ont fait les équipes de la direction, localiser, si possible, une vingtaine de sites en toiture et quelques sites sur sol, de manière avec des dimensions variables, de manière à pouvoir implanter, de lancer un appel à idées pour avoir effectivement des projets que j'espère aussi divers que variés, c'est-à-dire aussi bien quand c'est possible de la culture sur sol, que de l'hydroponie, que de l'aquaponie, que de la culture en bac. L'idée c'est, alors ça peut être l'appel à idées ou l'appel à projet, on n'a pas encore trouvé le nom, sera ouvert aussi bien à du secteur associatif que bien évidemment à des entreprises. Voilà. On peut peut-être parler de l'appel à projet végétalisation de vente qui a déjà eu lieu et des porteurs de projets qui ont déjà été identifiés sur le territoire. C'était peut-être ça aussi votre question. Donc là, on a aussi bien des entreprises, des associations, mais par contre, il y a une chose qui est assez marquante, c'est de constater que majoritairement, ce sont des urbains qui ont postulé à cet appel à projet. Oui, alors c'était l'appel à projet qu'avait lancé mon collègue Jean-Louis Missica sous la précédente mandature. Tous les projets qui avaient été sélectionnés ont d'ailleurs pas tous vu le jour parce qu'il y a eu effectivement il y a des sites qui n'ont pas été trouvés, donc l'expérimentation n'est pas totalement terminée. Mais effectivement, on est plutôt sur du type start-up là, avec des associations, notamment par exemple dans le jardin d'agronomie tropicale, avec du fertile ou des choses comme ça. Et on est sur de l'expérimentation et l'appel à projet moi je souhaite lancer, c'est que voilà, je pense qu'on a dépassé le stade. On a dépassé le stade de l'expérimentation parce que sinon on ne va pas y arriver. Et aujourd'hui, moi je veux vraiment qu'on arrive. Enfin voilà, le souhait c'est que les projets. On sait que les acteurs sont là, on sait qu'il y a des expériences, on l'a vu depuis maintenant 3 conférences qui existent, qui fonctionnent. Donc aujourd'hui, je considère que c'est à nous de pouvoir mettre sur la table un certain nombre de surfaces et de mettre en adéquation ces surfaces avec des projets. Alors bien évidemment, il faut encore qu'on travaille, nous, d'ici la fin de l'année, avant de le lancer, le côté financier, à savoir que ces surfaces, c'est des surfaces foncières, que ce soit sur les toits ou que ce soit sur le sol, et qu'on a besoin effectivement, au regard des différents projets, des rendements potentiels des différents acteurs, arriver à trouver un prix de location du foncier qui soit un prix raisonnable et qui soit... Alors après, c'est pas des projets qui vont s'installer pour une année, hein, parce que si on installe vraiment un projet, on est sur des projets qui nécessitent un investissement important, qui vont nécessiter, c'est ces projets qui, voilà, des retours sur 10 ans, 15 ans, donc avec des modèles économiques stables. On va peut-être prendre... il y a beaucoup de questions, donc on va les prendre de 3 par 3 les questions. Donc on fera une réponse de toutes les 3 questions. Oui, bonsoir. Voilà, je suis
bénévole dans un petit potager. Et Alors, vous posez le micro sur votre menton. Comme ça, voilà. Donc, bonsoir, donc, je m'appelle Jacqueline Nasser, je suis bénévole dans un petit potager. La commune nous offre donc une certaine superficie. Ma question, c'est, bon, effectivement, tous vos projets sont fantastiques, mais pour des gens comme les gens des petites associations qui n'ont pas beaucoup de moyens, ça serait effectivement de savoir si vous êtes ouvert à une pédagogie. J'ai vu pour M. Alexis Lefebvre qu'il avait un secteur pédagogique. Est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on vienne vous voir, pour que vous nous expliquiez un petit peu vos méthodes de culture, puisque effectivement nous n'avons aucune aide de la part de notre commune, hein. C'est très clair et précis. Bon, il me semble qu'il y a beaucoup d'initiatives de petits potagers, que ce soit à Paris ou dans les communes périphériques à Paris, avec des espaces qui sont quand même assez grands. Voilà, ma question c'est donc pour M. Alexis. Une demande de pédagogie. Bah oui, d'aide, qu'on nous explique, Merci. et sans aucun moyen évidemment financier. Hein. Voilà. Alors, il y a une deuxième question. Gauche. Oui, nous finissons la troisième conférence. Vous pouvez me présenter s'il vous plaît. Oui, Richard Raymond, je suis chercheur au CNRS, mais aussi citoyen. Donc, troisième conférence, plusieurs expériences présentées, à chaque fois des expériences très intensives en technique, en savoir. Premier constat. Et deuxième constat, à chaque fois une recherche d'équilibre financier, parce que c'est important, parce qu'il y a des gens qui en vivent, parce qu'il faut en vivre, vraisemblablement. Et puis, troisième pôle, l'exploitation des ressources disponibles en ville pour l'agriculture. Or, il y a une ressource qui est vraisemblablement disponible en ville et que vous ne semblez pas véritablement exploiter, c'est la bonne volonté de quelques citoyens. Est-ce que vous envisagez des formes d'agriculture qui ne soient pas forcément équilibrées d'un point de vue financier, au sens où ça ne rapporte pas d'argent, mais équilibrées au sens financier parce que ça s'appuie sur du bénévolat, parce que ça s'appuie sur de l'autogestion, parce que, alors, voilà, est-ce que ce seront des modèles d'agriculture qui seront envisagés? Est-ce que vous êtes ouverte à ce type d'agriculture et à ce type d'initiative? Voilà, je fais évidemment pas de parallèle avec la fermeture de l'esplanade des Jardins des Halles. Vous m'avez déjà parlé de ce sujet. Oui. La maire de Paris va vous répondre. D'accord. Alors, on va passer à la troisième question. Oui, bonjour. Donc, je suis consultant d'environnement et j'étais intéressé par la question des zones inondables, parce que je suis membre de la commission mixte d'inondation. Effectivement, l'espace d'expansion des crues, c'est quelque chose de très intéressant pour garder des terres agricoles au milieu des villes. Mais je voulais revenir sur deux points principaux. C'était, on a parlé des boues des villes, mais là, elles sont à HR. Il y a quand même 5 millions d'habitants qui ont leur traitement des eaux qui se fait à HR. Que deviennent les boues? Est-ce qu'elles sont que locales ou est-ce qu'elles peuvent être redistribuées? Est-ce qu'elles sont de bonne qualité, pas trop polluées? Et puis la deuxième chose, c'est bien de restaurer des terres agricoles dégradées, mais il y a des terres agricoles qui sont très bonnes. Il y a le plateau de Saclay, il y a le triangle où Yves Auchan veut installer, veut faire disparaître des bonnes terres agricoles en Seine-et-Marne. Donc qu'est-ce qu'on fait pour protéger les terres agricoles qui le sont déjà? Alors, mais je vais répondre aux trois questions. Mais en mon nom personnel, hein, pas pour tout le monde. On a beaucoup parlé de la construction des sols. Un maraîcher au XVIIIe ou au XIXe siècle, avec ses couches de fumier qu'il mettait tous les ans, tout le fumier qu'il rentrait, il arrivait à constituer des couches de 1 mètre, 1 mètre 50 de terreau. Mais quand il devait déménager parce qu'il trouvait un intérêt à vendre son terrain au prix du terrain à bâtir, souvent il faisait une culbute par 100. Hein. On dit souvent que les paysans sont victimes, mais ils sont rentiers pour beaucoup. Eh bien, ce paysan, ce maraîcher, il emportait sa terre. 1 mètre de sol, 6000 mètres carrés, 6000 mètres cubes, 3000 charrois. Les maraîchers faisaient ça, ils emportaient leur terre. Et ils faisaient vraiment du hors-sol, et même dans les baux de location, qui étaient des baux de 18 ans,
Il n'était pas tenu que lorsqu'un propriétaire qui avait un marais louait son marais, le preneur n'était pas tenu de restituer le niveau de la terre. Ça pouvait diminuer, donc il pouvait arrêter. Ça, puisque c'est revenu plusieurs fois, je voulais vous citer l'anecdote. À la Courneuve, dont j'ai parlé tout à l'heure de ce pourquoi j'étais invité à parler, sur le circuit intelligent, mais nous avons un potager qui est géré par des agents de la ville, bénévolement, qui cultivent le midi et qui distribuent les légumes à d'autres agents, aux habitants, au secours populaire. Là, nous avons 150 ou 200 potirons. Nous allons organiser peut-être pour la COP21 ou pour autre chose une grande distribution de potirons. Beaucoup de jardiniers amateurs viennent nous voir et nous leur transmettons des connaissances. Alors, c'est du low technologie ce que je fais, puisque c'est simplement remettre en vigueur les techniques anciennes utilisées dans la plaine des Vertus par les maraîchers. Mais je crois que ces manuels de maraîchers sont utilisés même outre-Atlantique et sont le bréviaire de beaucoup d'expériences d'aujourd'hui. Et alors, il y avait une troisième question sur... Oui, je voulais répondre à la question de monsieur sur les terres agricoles. Ces maraîchers qui ont construit des sols à Bobigny, à Créteil et dans presque toutes les communes de la première couronne, ces terrains maraîchers n'ont pas tous été pollués par l'industrie. Et par exemple, à Stein, vous avez le plus ancien et le dernier lotissement maraîcher d'Île-de-France, créé en 1856, toujours en activité, avec 2 cultivateurs. Il y a 4 hectares dont s'occupe la SAFER, je crois, que M. Kersanté cultive, le breton de Saint-Denis, pour ceux qui le connaissent. Et de l'autre côté, vous avez 10 ou 15 hectares sur lesquels il y a plein de projets immobiliers, qui capotent un peu, mais là, vous avez des terres qui étaient cultivées en vigne avant 1850, en marais maraîchers depuis, et peut-être qu'il y a quelque chose d'autre à inventer, peut-être un nouveau lotissement, peut-être une cité-jardin, je vois que ça se fait ailleurs, où on pourrait concilier logement, agriculture, profiter d'ailleurs des logements pour faire des abris, protéger du vent, donc conserver la chaleur, gérer les eaux pluviales, créer du lien social, qui est des jardins pédagogiques. Et pour en avoir discuté avec des gens qui ont des associations comme l'association Territoire sur le territoire à Saint-Denis, dans le territoire à Saint-Denis, l'équilibre financier d'une exploitation agricole pourrait aussi venir de l'accueil de public, l'accueil de scolaires, et qu'il y a quelque chose à trouver, un financement des collectivités, par exemple pour les nouvelles activités pédagogiques, qui pourrait permettre à ces cultivateurs de vendre leurs produits, mais aussi d'accueillir des classes, d'accueillir des enfants, de faire des classes vertes. Et donc il y a quelque chose de nouveau à inventer. Voilà. Alors excusez-moi d'avoir été un peu long. Oui, sur les terres agricoles, je voulais juste également apporter un élément pour vous dire, donc je pense qu'il existe énormément d'outils techniques et juridiques pour protéger les terres agricoles, les plans d'urbanisme, même s'ils sont instables, les schémas directeurs de la région Île-de-France, etc., etc. Mais vous avez raison de le souligner, il y a quand même de la consommation des espaces, et c'est vrai de le dire. Et donc en fait, je pense qu'on se rend compte que la consommation des espaces agricoles, elle est arrêtée quelque part, dès lors quand même qu'il y a une mobilisation locale des citoyens. Donc là, on a eu l'exemple tout à l'heure de la plaine de Montjean, qui à la base devait être un espace qui devait s'urbaniser. Il y a une mobilisation locale et ça devient un espace, comme on l'a vu, qui va devenir un espace agri-urbain. Il y a eu d'autres exemples, je peux citer d'autres exemples sur la région, où il y avait un circuit de Formule 1 qui devait s'installer, il y a une mobilisation. Voilà. Il y a eu des tonnes d'exemples comme ça, donc la forte mobilisation locale. Et je conclurai en disant que, du coup, effectivement, il s'agit qu'il y ait des projets sur ces zones agricoles, et de ne pas considérer que les projets, c'est seulement dans les zones urbaines et liées à l'urbanisme, mais que les zones agricoles doivent pouvoir accueillir des projets de qualité paysagère, de qualité agricole, etc. Et donc, si cette zone-là est occupée et que les citoyens sont également engagés aux côtés des élus et des politiques, effectivement, là, c'est une des meilleures protections qu'on puisse avoir. Oui, c'est très rapidement, enfin, je ne me lancerai pas dans de la technique, mais il y a aussi des outils, et notamment le schéma régional de la région, enfin, le ZRIF, qui est quand même un outil à ce jour qui normalement est un outil protecteur, qui définit quand même de manière assez claire les terres agricoles et les terrains constructibles, etc. Et qui a abouti après une procédure quand même extrêmement longue, et qui normalement est là, pas pour 2 ans, mais pour
pour un nombre d'années quand même important. Je répondrai très rapidement à votre question, madame, sur la pédagogie. Voilà, enfin, je pense qu'il y a beaucoup de communes aussi qui ont mis en place des outils pédagogiques. Paris a des outils pédagogiques, si ça vous intéresse, vous pouvez voir sur le site. On a la maison du jardinage, on a plein de choses. Voilà. Je réponds à votre question, monsieur, sur les jardins. C'est pas comme si on n'avait pas à Paris, enfin c'est pas comme si à Paris on n'avait pas de jardin partagé. Il y a plus d'une centaine de jardins partagés au sol dans Paris qui sont gérés de manière associative et non lucrative et par des associations, par des collectifs de citoyens, voilà, qui ont pour un certain nombre d'entre eux signé une charte qui s'appelle la charte Main Verte, et il n'est absolument pas dans nos intentions de continuer à ne pas développer ces jardins partagés. Moi, régulièrement, je passe des délibérations au Conseil de Paris, on crée de nouveaux jardins partagés. Je pense que c'est important, mais je pense que les deux, les jardins partagés et de nouvelles formes d'agriculture, sont complémentaires et peuvent se côtoyer. Je prendrai peut-être juste un exemple qui est celui de la requalification de la petite ceinture. On va effectivement, puisqu'on a enfin pu signer un protocole cadre avec la SNCF, pouvoir utiliser un bon nombre de portions qui sont non ouvertes aujourd'hui de la petite ceinture. On est en train de travailler avec les mairies d'arrondissement voilà, et l'idée c'est que sur toutes ces portions de la petite ceinture, on ait aussi bien des activités lucratives que des activités non lucratives. On pourra avoir aussi bien l'implantation d'une ferme, de serres en hydroponie, d'une ferme en aquaponie, que des jardins partagés, etc. Après, je pense qu'il faut être ouvert à cette mixité, à cette diversité, mais moi j'ai bien en tête, bien évidemment, le rôle social des jardins partagés, mais en même temps, je reciterai l'exemple de Berlin où je suis allée la semaine dernière. Cette ferme en aquaponie, c'est des débouchés d'une AMAP. Donc le rôle social, il est aussi là avec il y a l'idée de travailleurs qui peuvent être aussi travailleurs en insertion. Donc on est quand même sur une osmose des projets divers. Alors, on va peut-être encore prendre 2 questions. Il reste encore beaucoup de monde dans la salle, donc on peut... Oui. Une question ici, et puis une deuxième ensuite là-bas. Bonjour, Benjamin Sicler, je suis étudiant à Paris-Tech. J'avais une question d'ordre un peu plus technique. On est quand même dans un espace urbanisé, très urbanisé dans le centre-ville de Paris. Est-ce que, par exemple, la pollution de l'air, particules fines, métaux lourds qui se trouvent dans l'air et qui retombent avec les pluies, ne poserait pas de problème pour tout ce qui est jardin sur les toits de Paris? Et s'il y a eu des études menées là-dessus, etc. Merci. Vous mettez le micro sur votre menton et normalement il va se déclencher tout seul. Ah non, ça marche, ça ne fonctionne pas. On va vous amener un autre micro, monsieur. Bonsoir, Bruno Tassin du laboratoire Eau, Environnement et Systèmes Urbains de l'Université Paris-Est. Sans revenir au système des gadous qu'a évoqué Jean-Michel Roy dans son intervention, ou des systèmes de vidange, il commence à exister aujourd'hui des systèmes qui permettent de récupérer des résidus du métabolisme urbain, en particulier des habitants de la ville, en particulier les urines, et qui permettent de faire du recyclage d'éléments nutritifs, de faire aussi des économies d'énergie par rapport à tout ce cycle du traitement dans les eaux usées, dans les stations d'épuration et ensuite de la production d'engrais, que c'est des choses qui commencent à émerger dans un certain nombre de pays d'Europe du Nord, et que je crois que pour boucler les cycles qui ont été évoqués, c'est aussi une piste qu'il faut absolument étudier, et d'ailleurs il y a un certain nombre de structures qui se sont engagées dans cette voie. Pour répondre à la question de la pollution, c'est quelque chose qui a été extrêmement étudié à l'origine de l'agriculture urbaine, par AgroParisTech en particulier.
Donc on connaît aujourd'hui assez bien dans quelles conditions on a un risque. Grosso modo, c'est quand on a un flux d'air qui va accumuler la particule, et dans l'infinie majorité des cas, en fait, le risque est très très faible, notamment parce que on a d'autres sources de contamination qui n'existent pas aussi, en fait. Et quand on est sur les toits, enfin voilà, en gros, sauf à cultiver vos tomates au premier étage d'un boulevard très fréquenté, sinon le risque est totalement nul. Je ne suis pas du tout de la mairie de Paris, mais pour le coup, sur la valorisation des urines, j'ai appris hier qu'il y avait des tests dans les parcs parisiens sur la valorisation invisible des urines. Donc c'est quelque chose qui arrive en France, qui devait arriver par la partie industrielle, et qui malheureusement, je crois, est très mal accepté par nos grands industriels de l'eau qui ne veulent pas trop voir diminuer les factures. Donc, voilà, j'ai acheté hier un truc sur l'économie circulaire, et voilà, et en fait il y a moyen de baisser de 90% les factures sur ces systèmes-là, mais malheureusement ça va venir du réveil citoyen, et là, il faut dire que la mairie de Paris est en pointe là-dessus. C'est avec ça que j'ai pas mes 500 mètres carrés. Non, je pense qu'effectivement, les études qu'on a montrent que notamment sur les toits, etc., il n'y a pas de souci particulier. Après, on a besoin, par contre, quand on est sur de la culture sol, là, de faire extrêmement attention à l'agriculture, parce que malheureusement, on a souvent sur beaucoup de sites disponibles, y compris intramuros, des pollutions importantes. Voilà. C'est extrêmement fréquent que même pour la simple implantation d'un nouvel espace vert dans Paris, on soit obligé de dépolluer les sols en amont. On va peut-être essayer de terminer sur une note un peu plus optimiste que de parler de pollution des sols. Alors il est maintenant 21h, donc on va devoir mettre fin à cette conférence. Merci à tous d'y avoir participé et d'être restés aussi longtemps. Et puis on vous donne rendez-vous. La prochaine conférence aura lieu le 8 octobre. Donc le 8 octobre, et d'ailleurs vous avez tout le planning des prochaines conférences qui est affiché sur les portes de sortie de cette salle, et nous allons vous envoyer de toute façon l'invitation dans les jours qui viennent pour la prochaine conférence. Je vous remercie tous, merci beaucoup et à très bientôt.